Salut Edouard, Salut, enchanté. je suis Merci ravi de de... venir nous voir. je suis ravi d'être ici. Alors c'est la première fois, c'est pas la première fois que j'ai eu l'idée, mais c'est la première fois concrètement qu'on va enregistrer enfin un podcast dans un van, dans un combi. Je suis vraiment ravi. Donc on est chez Black Sheep Ouais, à Lyon au siège. tout à fait. Et ça faisait longtemps que je me disais que voilà, un studio mobile, ça pouvait très très bien se combiner justement avec un van. Et c'est chose faite. Donc on va explorer toute cette aventure. Avec plaisir. Avant de plonger et peut-être de démarrer du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en Ouais, quelques mots alors moi je m'appelle Édouard Amouroux. En quelques mots. pour commencer? Ouais, pour commencer. J'ai fondé avec Sylvain, mon associé, Black Sheep Van il y a 11 ans, 12 ans maintenant. Ça fera 12 ans au printemps qu'on a démarré ça. On était amis avant d'être associés. Donc ça fait très longtemps que je connais Sylvain. Et puis voilà, on a démarré avec, pour faire court, on a démarré avec 3 véhicules. On en a 500 aujourd'hui. Donc Wow. on a un petit peu explosé, on a un petit peu multiplié. On est passé par 1000 étapes et 1000 projets différents. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. On s'éclate et il y a encore 1 milliard de projets qui arrivent. Donc on s'ennuie pas. Et entreprendre, c'était dans la roadmap enfant, ado. Ça s'est dessiné petit à petit. Moi, j'ai jamais trop aimé qu'on me dise quoi faire. Ouais. Donc ça s'est dessiné en fait on va dire dès le collège, le lycée, où ça commence à être déjà un peu compliqué avec les profs. J'ai quand même poussé les études jusqu'au bout là. J'ai fait un bac+5. Donc j'ai quand même passé pas mal Oui. de temps en cours. Commerce ou ouais, commerce market. à Lyon? Voilà. À Grenoble. À Grenoble. Ok. Débuté en Normandie, puis terminé à Grenoble. Mais c'est vrai que voilà, dès que j'ai commencé, j'ai travaillé quelques années en montagne, et en fait assez rapidement, j'ai eu envie d'être autonome. J'avais le modèle de mon père qui était autonome, qui était profession libérale, Ok. et du coup. Même s'il travaillait 20 heures par jour, je trouvais ça cool qu'il puisse se dire, même s'il le faisait jamais, qu'il puisse se dire demain, si je veux, j'y vais pas. Mais voilà, en fait, j'avais envie de cette autonomie-là, ouais. Donc c'était déjà un truc ancré assez profond. Ouais. Et l'amour j'imagine donc nature, montagne. Ouais, Ça alors, c'est venu avec Grenoble? non, c'était déjà d'avant en fait. Donc moi j'ai grandi en Normandie dans un petit village, enfin basse Normandie, dans le Perche plus exactement pour Ok. ceux qui connaissent. Je connais bien. Ouais. Donc basse Normandie. Mes parents sont toulonnais d'origine, donc j'ai passé toutes mes vacances à Toulon. Donc en gros, j'avais le Perche, c'était pour les copains de l'école, et puis après la famille mer. et les vacances, c'était la mer. Donc on passait pas mal de temps sur la route déjà. Eh oui. Je me souviens que les trajets traversé. étaient très très longs à l'époque. Et en fait, donc j'ai grandi dans ce petit village où j'allais au collège à vélo, où j'allais voir les copains à vélo. J'étais au scout. Mes parents me laissaient quand même pas mal d'autonomie. Je me souviens que quand j'avais une dizaine d'années, j'allais chercher ma petite sœur à la maternelle. Je rentrais à la maison avec elle en bus. Donc on changeait de commune, et je lui faisais à manger en attendant que mes parents rentrent. Donc je faisais mes devoirs après, donc j'étais déjà super autonome, et puis j'étais demandeur de ça. Le côté nature aussi, il m'a été beaucoup apporté par les scouts. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le travail en équipe. Le goût de l'effort aussi, parce qu'on faisait des camps en hiver sous la neige. Je me souviens qu'on se caillait, c'était dur. Beaucoup d'autonomie. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a beaucoup apporté. Et puis aussi, le fait de réussir quelque chose ensemble, c'était super intéressant. Et en fait, à 15 ans, 16 ans, quand tu te retrouves à piloter 7-8 gamins complètement en autonomie au milieu de la campagne, que t'en as un de 12 ans qui se met à pleurer sous la pluie et qui veut voir sa maman, et mine de rien, il faut aller chercher loin la force d'emmener tout le monde, de continuer à avancer, de continuer à marcher. Mais voilà, ça c'était une super expérience
que j'ai vraiment adoré. Donc, du manager, quoi. Ouais, c'est pas comme ça du tout que je me qualifiais à l'époque. C'était vraiment assez naturel. Et puis, en fait, j'étais content qu'on me fasse confiance. C'est ça qui était important pour moi. C'était la reconnaissance. La reconnaissance qu'on me laisse de l'autonomie là-dessus. Et voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose de fort. Donc, comme je disais, j'ai un papa qui travaillait énormément. Et c'est aussi ça, le goût de l'effort qui m'a apporté quand même. On n'a rien sans rien. Ouais, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de super fort. Donc en fait, moi, entre ces territoires nature, campagne où je faisais beaucoup de VTT, ce territoire d'été où j'étais dans l'eau en fait, où je faisais de la voile, où je faisais de la pêche au harpon. En fait, voilà. Ouais, en fait, ça m'a donné la curiosité de ces sports outdoor. Et en fait, quand j'ai pu choisir mes études et quand j'ai pu bouger, j'ai eu l'opportunité d'aller à Grenoble. J'avais le choix entre plusieurs villes, mais j'avais surtout Grenoble. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'aller faire du ski. C'est génial. J'ai trop envie d'aller faire du ski. Donc en fait, j'ai atterri à Grenoble à une vingtaine d'années. Et puis très vite je me suis fait des copains comme Sylvain, avec qui on s'est mis ensemble bien à la montagne. Alors lui était grenoblois, donc lui il skiait déjà depuis très longtemps. Moi étant normand, le ski c'était un peu moins fréquent, c'était une fois par an éventuellement. Donc mais pour autant j'adorais ça et j'avais envie, et en fait on s'est initiés tous les deux à l'alpinisme et à la montagne et à la rando et au ski de rando, et enfin on fait du snow, mais voilà. On va dire le split, l'équivalent du ski de rando mais en snow. On a bricolé nos propres splits au départ et tout, donc on a vraiment appris tous les deux. C'est quoi un split Un split, c'est un snowboard que tu sépares en deux. Et t'as un système de fixation exprès, tu le sépares en deux et ça te fait 2 skis en fait, et après tu mets des pots de phoque exactement comme le ski de rando, et tu peux randonner avec, voilà. Ouais. Et quand tu arrives en haut de la montagne, tu rassembles ton snowboard, tu remets les fixes je connaissais normalement absolument pas. Donc, c'est pas mal. Et comment vous en avez fabriqué un au début? Au début on faisait de la raquette, on était au club alpin français de Grenoble, donc Grenoble-Loisan, la CAVGO, et la section des guenilles, c'était la section des snowboarders. Et en fait tout le monde était en raquette. Alors, le problème en raquette, c'est quand t'as de la peuf, quand t'as de la neige légère, tu t'enfonces jusqu'aux genoux et du coup t'en chies pour monter. Physiquement c'est hard. Donc du coup nous on avait appris qu'il y avait un système qui s'appelait voilé. C'était un système canadien et qui te permettait en fait de transformer ton snowboard en split. Du coup on a pris des snowboards, on a pris une scie circulaire. Ça nous a arraché le cœur, surtout qu'on était étudiants, qu'on n'avait pas un rond, donc on a coupé des snowboards et puis on les a montés. Bon, les premiers systèmes, ça pesait un âne mort et ça glissait à peu près, c'était approximatif. Et puis après, petit à petit, les marques ont commencé à en faire. Donc voilà, ça s'est démocratisé. Maintenant, toutes les marques en font. 15 ans après, enfin même 20 ans après, toutes les marques en font. Mais voilà, du coup, on a fait beaucoup de montagnes ensemble. Donc copains d'études, compagnons de cordée. Ça rapproche. Ça rapproche pas mal. Après, moi, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu une première pour mon stage de fin d'études. En fait, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale avec un autre copain. Où en fait, pour notre stage de fin d'études, on a monté une boîte. Voilà. On a monté une boîte qui était dans de la force de vente supplétive, donc du commercial terrain pur et dur. Ça nous a éclaté un été. Voilà, c'était hyper drôle comme aventure. Et ça a été amusé 6 mois. D'accord, ouais, voilà, on s'est amusé 6 mois. Ça a permis de voir comment faire, et puis ça a permis déjà surtout tester de terminer les études sans aller encore dans une boîte sur un projet qui m'intéressait pas forcément, à répondre à des gens, à faire des trucs qui m'intéressaient pas forcément. Voilà, au moins je pouvais faire ce que je voulais et c'était cool. Et en fait là, je suis parti en Amérique du Sud avec ma copine qui est devenue ma femme. Un voyage. Et voilà, donc voyage avec 3 sous en poche, un sac à dos. On prend un billet aller, on prend pas de billet de retour. J'avais une deadline à ce voyage puisque j'avais emmené 80 kilos de matériel de montagne et j'avais donc Sylvain qui me rejoignait au terme de quelques mois, au terme de 4-5 mois. Voilà, il me rejoignait
Sylvain me rejoignait pour un mois et demi, on s'était donné à l'époque. 80 kilos, mais pourquoi parce que j'avais plusieurs snowboards. Lui aussi, il avait 80 kilos. Ah, lui aussi, Entre les cordes, les snowboards, les crampons, les piolets, les fringues. Je suis arrivé à Buenos Aires en plein été, donc j'étais plutôt en short. Et vous les avez posés à un endroit, ces affaires? Ouais, alors on a trouvé des potes de potes de potes qui avaient des parents qui étaient expatriés à Buenos Aires, donc on a pu stocker. J'ai pu stocker le matériel là-bas. Et en attendant que Sylvain vienne. Et là, du coup, je suis parti faire le tour de l'Amérique du Sud avec ma femme, en backpacking, en bus, à pied, en stop, en tout ce qu'on peut imaginer. Laura a fait ça en 2018. Ouais. 2019. Okay. Elle a commencé son voyage autour du monde, Brésil, Argentine, Ushuaia, évidemment. Et elle est remontée par le Chili. Ouais. Bah, voilà. Le tour, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est ça. Non, c'est vrai que c'est des territoires qui sont géniaux et ça nous a donné envie d'en faire plus. Donc on a vraiment adoré faire ce tour. On a rencontré énormément de gens. On s'est fait des copains. Moi, j'ai retrouvé des copains de Basse-Normandie là-bas, complètement par hasard, avec qui j'étais au collège. Par hasard? Complètement par hasard. Dans un parc à Santiago du Chili. C'était incroyable. C'est fou. Parce qu'en fait, il fallait s'inscrire quand on rentrait dans le parc. Ah oui, il y avait un garde, un flic à l'entrée, et c'est lui qui a vu mon nom. Et il est arrivé une demi-heure après moi, et 3 lignes au-dessus, il a vu mon nom, et il m'a cherché dans tout le parc. Et là, j'entends crier Doudou, Doudou, mais je t'avais dit qu'il était là. Il parlait à sa copine. Et là, je me retourne et c'est le bond dans le temps. Ça faisait 4-5 ans que je l'avais pas vu. C'était incroyable. C'était hyper drôle. C'était d'autant plus drôle que 2 semaines avant, on faisait un trip à pied vers El Chalten, là, vers le Fitzroy, et on bivouaquait avec ma copine, avec Anne-Sophie, et en fait, elle se lève le matin et elle croise des Français. Moi, j'étais encore sous la tente. Elle croise des Français qui demandent leur chemin. Et en fait, on s'est rendu compte. Et moi, je suis pas sorti de la tente. J'ai parlé à travers la tente. Mais voilà, on a échangé 2 mots. Mais la voix, ça m'est resté pendant 2-3 semaines. J'étais là, mais c'est marrant, cette voix, elle me parle. Et quand on les a retrouvés, du coup, 3 semaines après, mais c'est vous qu'on a croisé, Anne-Sophie était mais c'est vous qu'on a vu. Donc en fait, c'était la 2e fois déjà. Que le hasard vous voilà, tout le monde fait le même rond, mais là c'était incroyable d'être synchronisé comme ça. Et après on a terminé ensemble, on a fait au Pérou de la rando avec eux. C'était et Sylvain arrive, et là vous faites des sommets. Voilà, et donc Sylvain arrive, me rejoint à Buenos Aires, Anne-Sophie rentre en France, elle atterrit à Lyon, c'est ce qui fait qu'on est à Lyon aujourd'hui, pour le boulot. Et pendant ce temps, moi avec Sylvain, on rejoint, ça y est, c'est l'hiver en Amérique du Sud. Donc on rejoint la Cordillère, et puis là on descend en bus en faisant plein de pit stop en fait sur des sommets qu'on avait repérés. Donc on fait à la fois de la rando et à la fois de la station. Il n'y a pas beaucoup de stations là-bas, mais et pendant combien de temps? Alterne. Et là on fait 1 mois et demi. Ok. On fait 1 mois et demi et en fait moi au bout de 3 semaines je me blesse assez gravement. Je fais une grosse chute. Alors il faut savoir que là-bas, surtout à l'époque, je parle de ça, c'était il y a 15 ans maintenant, ça ne rajeunit pas. Quand tu fais de la rando ou de l'alpi là-bas, en fait, il y a rien. En France, tu te rends compte que tu as des refuges tous les 200 mètres, que tu as des villes toutes les 10 km. Des secours, tu as du réseau partout, donc c'est hyper simple. Là-bas, dans les parcs nationaux, dans certaines régions, on t'impose d'avoir une radio et tu dois faire un point radio de temps en temps, tu vois, avec le gardien du parc. Mais pour autant, le gardien, il est à 15 bornes et si t'arrive quelque chose, il faut que la radio marche, il faut que tu puisses contacter, voilà. Et puis avant que les secours arrivent. Et ouais, je vais au bout de l'anecdote, du coup maintenant. Vas-y. Comment tu t'en sors? Et du coup, je m'en sors. Je fais une grosse chute où je m'éclate, je tombe dans les vapes. Sylvain me rejoint sans tomber. Heureusement. Mais bon, il met quand même un peu de temps. Moi, je reste dans les vapes un bon moment. Donc là, il me voit pas bouger, donc il est super inquiet. Il arrive à me remettre debout, on rassemble mes affaires qui sont un peu partout, et là on se traîne avec la nuit qui tombe et la tempête qui arrive, impeccable. L'avantage d'être à côté du Pacifique, c'est que les conditions météo changent très vite. Ouais, toutes les bonnes conditions. C'est ça, toutes les conditions sont réunies, et
Bah, on redescend tout en bas de cette montagne. Il y avait une toute petite station, un tout petit domaine skiable, et on voyait des phares au loin. C'était les phares de la Dameuse. Donc, on arrive de nuit et le gars, il doit voir en fait les frontales. Il doit nous voir descendre. Ok. Et du coup, il nous attend Il et il arrive. nous capte. Ok. Et il nous redescend à la station. Mais c'est une station où il n'y a rien, il n'y a pas d'hébergement. Il y a juste une caisse de remontée mécanique. En fait, c'est la ville la plus proche. Elle est à 50 bornes. Donc le gars hyper sympa, c'était le directeur de la station qui damait pour te dire la taille de la station. Enfin, tu vois, en Il gros, faisait tout. Voilà, il faisait tout. T'avais une caissière et lui, quoi. Tu vois, c'était un tout petit truc. Et donc le gars nous ramène à la ville et puis bah là, je tombe dans un hôpital, si je puis dire, un centre de soins, on va dire, où ils me mettent un bandage alors que j'ai les ligaments en vrac. Mais, c'était ça. Mais voilà, au moins je suis rentré, mais surtout j'ai des Et avec l'adrénaline, tu as pu marcher. Je me traînais, je me traînais. Puis surtout, j'avais une moi, commotion. j'étais éclaté de partout. Ouais. Non, j'avais mal aux bras, aux mains, j'avais des foulures un peu partout, des brûlures un peu partout. Enfin, non, c'était. Mais bon, voilà, bref, ça, en fait, c'est quelque chose qui nous a quand même aussi vachement rapprochés, même si ça faisait longtemps qu'on faisait de la montagne. Mais pour moi, c'est un peu un moment, en fait, où et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression de passer d'enfant à adulte. En fait, en rentrant de ça. On était hyper insouciants, on faisait tout le temps des trucs débiles, on faisait toujours plus en montagne, on voulait toujours plus raide, toujours plus haut, toujours plus. Et puis vraiment dans les projets, on n'avait pas de limite, on se disait mais c'est bon, mais c'était hyper insouciant. Alors on avait quand même eu une formation au CAF et tout, tu vois, on faisait pas complètement n'importe quoi, mais pour le coup rien n'était impossible. Et puis Là ça a freiné un peu. Et là ça a freiné un peu, ça m'a bien remis en question, en tout cas sur la pratique de la montagne. Et du coup, ça m'a permis d'appréhender les choses après avec beaucoup plus d'humilité vis-à-vis de la montagne en tout cas. Et donc ça, et au final, c'est pas plus mal parce que ça nous a permis de rester en vie, je pense. Moi, j'ai eu à peu près la même chose, mais un accident à Annecy de vélo, col de la Forclaz à la redescente et voilà. Pleine balle. Tout était réuni. Tu peux aller plus vite. Je planais, je pouvais doubler tout le monde, 70 km/h. Et paf, voilà. 3 mois d'arrêt. Ouais, bon, ça calme bien. Voilà. Ouais, on est d'accord. Et ça remet vraiment. Ça remet bien. Tu remets du temps à remonter sur le vélo après. C'est ça. Et puis tu te dis bon bah maintenant qu'est-ce que je fais vraiment. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me plaît dans le sport en fait. Dans ce sport-là et ouais. J'arrête parce que c'était une énième fois un avertissement. Donc c'est ça. Ouais. À force de passer entre les gouttes, à un moment on prend l'orage. C'est ça. Donc, et en même temps, ça vous rapproche encore plus avec Sylvain. Et du coup, ça nous rapproche encore plus. Tu sais que tu peux compter sur lui. Ouais, et puis tous les deux, vraiment, on se rend compte que voilà, qu'il y a une étape en fait que maintenant il faut grandir. Donc, en rentrant de ça, on bossait. Donc, Sylvain, il bossait déjà en station. Moi, je viens bosser en station aussi. Ok. Lui, il était sur la Plagne et moi, j'étais sur les Arcs, donc deux domaines skiables qui sont reliés. Et c'est quoi? C'est là, on était non saisonnier. Non, on était à l'année. On était au service commercial des remontées mécaniques et en fait, on travaillait avec la clientèle professionnelle. Donc, en gros, on vendait des forfaits au tour opérateur. Tu vois, donc moi, c'était des offres packagées. J'étais plutôt sur les nouveaux pays qu'on voulait adresser. Et Sylvain, il bossait plus sur la France et l'Angleterre pour ses tours opérateurs. Ok. Et donc ouais, c'était une super expérience. Ce qui était génial, c'est que on allait skier entre midi et 2. L'été, on faisait du VTT entre midi et 2. Donc t'es en montagne tout le temps, mais pour autant, t'as ta copine à Lyon. Et puis le soir, en fait, tu te fais chier parce que finalement, il y a pas beaucoup de jeunes là-bas. T'es pas avec les saisonniers parce que eux, ils sont en station et ils sont là qu'en saison. Toi, t'es à l'année et t'es plutôt dans la vallée du coup. Donc c'est vrai qu'au bout de 4-5 ans, on commence un peu à tourner en rond. Quand même, vous avez tenu. Ouais, bah c'est cool quand même. Comme l'hiver, t'as quand même de quoi t'occuper. Une fois que t'as poncé tous les sommets, t'as un peu envie d'aller voir ailleurs. Mais non, et puis il y a aussi l'envie d'évoluer, tu vois, dans le boulot. Là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, l'envie en fait d'être plus autonome, de faire des choses par toi-même. Et moi, c'est un été où j'achète un vieux van, un vieux combi, un T3 avec ma femme. J'allais te poser la question. Parce qu'on a revoyagé pas mal, tu vois, après l'Amérique du Sud. Donc, je rejoins Anne-Sophie à Lyon, je vais bosser en montagne. Mais après, on a refait pas mal de voyages, notamment en Asie,
On va au Népal, on va à Taïwan, on va en Indonésie, enfin voilà, on a beaucoup apprécié l'Asie, vraiment canon, Vietnam, tout ça, et en fait, voilà, on retape un van avec l'idée que ça va nous donner de la mobilité. Moi, je me dis, pour aller pratiquer mes sports outdoor, que ce soit le snow, le vélo, l'escalade, le surf, ce sera hyper bien. Donc on se dit que c'est un bon investissement pour l'époque. Et en fait, on retape l'été. L'été, on passe l'été à le retaper avec mon associé qui m'aide un peu. C'était un T3. On retape l'aménagement intérieur. Ouais, c'était un T3. Le moteur, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et c'était surtout l'aménagement intérieur. On le met à nu et puis on refait tout propre, quoi. On passe un peu des vacances avec. Sylvain, cet été-là, il va en Australie. Donc, il voit un peu le business du van là-bas. Et sa copine. Donc là, on est en 2010 ? Là, on est en 2010, ouais. 2010. Là, on est en 2010. Ouais, tout à fait. Et puis, arrive l'hiver. Pas beaucoup de neige. On est un peu en train de tourner en rond sur nos postes. On est un peu trop jeune pour monter en grade dans nos jobs, concrètement. Pas trop de perspectives, pas trop de perspectives à court terme. Donc voilà, là tu te dis bon. Go. Je me revois dire à Sylvain, viens, on monte une boîte de location de van. On passe une bonne partie de l'hiver, on se rejoint le soir à bosser dessus, vraiment, à faire le business plan. Tu lui dis ça comme ça ? C'est toi qui le... Ouais, vraiment, moi je me dis, en fait, en parlant aux copains, tu te dis, tous les gens avec qui tu parles, ils te disent, mais c'est génial ce que tu fais, tes vacances en van, là, c'est vraiment trop cool et tout. L'été d'encore avant, on était partis avec Sylvain et 2 autres potes en camping-car en Norvège. Des parties de Grenoble en Norvège, c'est vachement loin en Norvège. C'est très beau, mais c'est très loin. Ah oui. On avait beaucoup roulé. Mais c'est magnifique. Et suite à ça, tu vois, l'été d'après, j'achète le van. Donc en fait, tout est un peu en train de s'aligner. Et les gens te disent, mais c'est trop cool ce que tu fais, c'est vraiment canon. Et du coup, là, tu te dis, mais en fait, il y a une demande. Et puis le van, autant il y a des loueurs de camping-car, mais tu vois, c'est des camping-caristes et ça fait moins envie. En tout cas, ça séduit pas trop les jeunes. Et t'as pas de loueur de van. Et ouais, parce que c'est gros en plus. Et puis voilà, c'est pas facile à conduire. Potentiellement, ça coûte hyper cher si tu fais de la casse en plus. Et du coup, on se dit, bah attends, en fait, on va louer des vannes. Ça va être trop bien. Et donc on monte le business plan, on étudie le truc, et puis un matin, je lui envoie un mail, je lui dis allez, on y va, on prend les rendez-vous avec nos boss, et puis vous êtes partis en même temps. Donc là, on se met d'accord, ok, on prend les rendez-vous, c'est bon, t'as calé le rendez-vous, ouais, c'est bon, ok, bah moi aussi, ok, top, on les voit, machin. Donc là, bah t'annonces que tu pars. Rupture conventionnelle. Donc pour les deux. Oui, non, lui il part pas en rupture, démission, mais bon, bref, en gros, voilà, on quitte notre job 2-3 mois après avoir annoncé le truc. Ok. Et puis, et donc pendant ce temps, vous y bossez à fond soir et week-end. C'est ça. Et le plan, c'est quoi ? Et le plan, c'est d'acheter des vannes. Et là, tu te rends compte en fait que tu as 5000 balles et qu'un van, ça vaut 50 000. Ouais. Et là, du coup, en fait, là, tu te dis, on va avoir quand même un méga problème. Il va falloir financer. Assez rapidement, il va falloir qu'on finance ça. Donc, du coup, bah, tu vois les copains. Alors là, on a fait un truc qui était, moi, je trouvais hyper intéressant, c'est qu'on a fait tout notre répertoire. Et là, tu te dis, tu prends chaque personne, tu te dis, lui, il fait quoi ? C'est quoi son histoire ? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Pour mon projet. Toutes les ressources autour et là, de... on appelle. Voilà, ouais, c'est ça. En gros, tu te dis, bah voilà, j'ai déjà plein de problématiques, j'en aurai plein d'autres. Lui, est-ce que c'est une carte à jouer maintenant ? Est-ce que c'est une carte à jouer plus tard ? Et puis on y va, on appelle, on rencontre les copains et ou les contacts ou le réseau qu'on a. Mais tu vois, à 27 ans, le réseau que tu as, c'est quand même assez limité. Ah, ça dépend, hein. Ouais, ça dépend des gens. Parce avec un peu d'aventure, ouais, déjà un peu d'aventure. Après, t'as bossé en station. Les anciens, quand même en vase clos. Les anciens de l'école, peut-être. Les anciens de l'école, ouais, ils sont en début de carrière, tu vois, un peu comme nous. Donc bon, pour l'instant. Mais voilà, on arrive quand même à trouver des gens avec qui échanger. Et puis donc voilà, donc on arrive à ce premier gros mur pour Black Sheep qui a été d'avoir les premiers véhicules. Et comment vous faites ?
Et C'est une en banque. fait, on n'achète pas les véhicules. En fait, on leasing, n'achète pas les enfin. véhicules, on les loue. On les loue la première année. Donc là, du coup, on va voir les loueurs de véhicules qui ont des vannes. On va tous les faire. Et puis, en fait, là, les mecs nous disent que c'est hyper cher. Enfin, tu vois, pour 6 Eh oui. mois, 8 mois, on se dit, mais attends, ça va nous coûter la blinde. Mais en fait, on Et va en pas y plus, arriver. En gros, vous êtes l'intermédiaire Bah oui. Ouais, on loue pour relouer après. pour Tu vois, relouer. là, du coup, tu te dis, non seulement déjà, il y a un prix un peu de marché, tu vois, qu'on avait demandé aux copains. On avait fait un questionnaire auprès de tous les copains sur notamment le prix psychologique. Et là, on se dit, OK, mais ça va pas le faire. Ok, comment on fait? On s'est posé la question de qui a des vannes dont il se sert pas ou peu l'hiver. Quelle boîte, tu vois, peut avoir des vannes dont il se sert pas l'hiver? Et en fait, là, on se dit, mais les mecs qui font du transport aéroport-station en montagne, bah, l'été, ils bossent pas. Ils bossent très peu. En hiver, ils bossent comme des oufs, mais l'été, ils bossent très peu. Et là, on pense à une boîte qui s'appelle Coolbus, un Anglais qui a monté ça. Et, Que vous qui connaissiez, s'appelle en fait. Rob, qu'on connaissait parce que c'est une boîte qui est basée à Bourg-Saint-Maurice, donc au pied des Arcs, tu vois. Et moi, je voyais tous les jours, tous les matins, je voyais les vannes Coolbus sur le parking du Les funiculaire. Exactement. Et Tout du est coup, devant nous. on va voir Rob. Et là, on tombe face à un Anglais hyper détendu, trop cool. Puis on va le voir, on lui dit, bah Rob, tu fais quoi de tes véhicules l'été? Est-ce que tu nous les louerais? Et il dit, bah ouais, moi il y en a quelques-uns dont je m'en sers pas, je peux vous faire un prix sympa, machin. Donc on tombe d'accord. Et puis je pense qu'il avait aussi un peu envie, tu vois, le projet qu'on avait, ça devait lui faire envie. Ouais. Il devait trouver ça cool, tu vois. Donc on démarre comme ça avec 3 véhicules. Et en fait, les 5000 balles qu'on a, on les met dans des aménagements. Donc là, pareil, tu vas voir les aménageurs, parce qu'il faut de l'amovible, parce qu'il faut pas qu'on détruise les véhicules, tu vois. Donc il faut un truc un peu malin. Et 5000, les aménageurs, ils T'as rien. regardent. Voilà, ils rigolent et puis ils disent, bah je te fais ça dans 2 ans si tu veux, ouais. Tu vois, donc bon là on fait, ok, là on a encore un problème. Donc vous avez Donc tout on va fait voir vous-même. une école de menuiserie. Ah bah ouais. Alors après, on est bricoleur et tout, mais tu vois, n'empêche, tu te dis, en fait, il y en a 3 à faire. On est en avril. Si on veut démarrer cet été, il faut se pas secouer. louper, Quoi, tu vois. Ouais. juin, quoi. Donc on va voir une école de menuiserie à Lyon. À force de gratter, on va voir un menuisier. Après, on va voir une école de menuiserie. Puis tu sais, à force de gratter, tu finis par trouver en fait. Quelle école? C'était Boissard à l'époque, une petite école de menuiserie, petite ou grosse d'ailleurs, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, Donc ils nous font les aménagements et en gros, tu payes quasiment que la matière. Donc là, du coup, on est dans nos coûts, on fait nos aménagements et là, moi en parallèle, Et à on fait le partir site de là, vous internet êtes et déjà tout. à temps plein ou... Ah bah là, oui, on bosse. Ouais. Ouais, c'est plus que du temps plein là. Parce qu'en gros, donc 2010, c'est l'idée. Nous, en gros, on arrive à Lyon pour démarrer le projet fin mars, début avril, tu vois. Ouais. De 2011. 2011. Ok. Ouais. Et vous avez des locaux? Vous avez quoi? Non, on est chez moi. Ok. On est chez moi. On n'a pas de locaux et. Il y a un extérieur, il y a une grange. Ah non, mais c'est un appart. C'est un appart. Donc on bosse dans l'appart. Dans mon entrée, j'ai un grand sas et on met un bureau dans le sas et c'est les premiers bureaux de Black Sheep, tu vois. Donc non. Donc 3 vannes. On est là, 3 vannes. C'est qui fait qu'on le a site? loué. Le site, c'est moi. J'appelle les copains. Avec un module de réservation? Ouais, je fais tout. En fait, bah pareil, là, c'est le réseau, hein, les copains. Ah bah tiens, j'avais un copain qui s'occupait au marketing de développer les sites internet ou de faire des améliorations sur le site des Arcs. Ah bah tiens, John, aide-moi. Comment tu fais? Ah bah c'est un WordPress. Ok, c'est quoi WordPress? Et puis t'apprends en fait petit à petit, quoi, tu vois. Et puis en fait, tu te rends compte que que quand tu mets le nez dedans, bah c'est assez simple et puis c'est intéressant. C'est un gros Lego. Et alors, je suis pas codeur, hein, les gars. On est en train de parler de WordPress, hein, On se calme. Voilà. Je connais bien aussi. Mais voilà, du coup, j'apprends. C'est très long au début, puis après, petit à petit, ça va un peu mieux. Et puis voilà, donc le site sort, on a un module de réservation, on avance. Là, le premier client. Trouver les premiers clients, ouais. Et là, tu as le premier client. Alors, faire connaître la marque. Donc là, on grappille tout ce qu'on peut. Évidemment, on n'a pas de budget pour AdWords. Donc là, du coup, on fait des connexions avec les forums, on essaie de chercher des revendeurs, mais on est trop petit. Enfin voilà, donc là tu grappilles petit à petit. Tu vas mettre des fly sur les voitures des étudiants à la Doha, tu vois. Donc voilà, bref, on essaie vraiment bouche à oreille. On essaie de mettre des affiches à droite à gauche. Enfin tout ce qui coûte pas cher et qui peut te donner un peu de visibilité quand tu montes ta boîte. Et pourquoi Black Sheep? Ah oui, ça c'était une question, on aurait pu commencer par là. Non, en fait, c'est bien. On a bien fait de parler un peu de l'outdoor et de tout, de toute l'histoire un peu avant.
t'auras compris, on est un peu anticonformiste avec Sylvain. On aime bien faire les choses différemment. Et en fait, Black Sheep, c'est ça, c'est le mouton noir, c'est celui qui fait pas comme tout le monde. Je pars pas en vacances au camping ou à l'hôtel ou en résidence de tourisme. Je pars en van et je vais où je veux et je peux changer d'avis et je suis libre et voilà. C'est vraiment le côté je prends pas le même chemin que tout le monde qu'on a mis en avant avec Black Sheep. Je me revois faire le brief à mon beau-frère qui est artiste et graphiste et je lui dis tu vois, je voudrais une marque qui fasse un peu pirate, un peu je t'emmerde, un peu Black Sheep, un peu je fais pas comme tout le monde. Il me dit Black Sheep c'est très bien. Ah bah ouais. C'est bon. Donc ouais, ce mouton, moi, il me fait penser aussi à, comme je suis allé en Nouvelle-Zélande avec Laura, à tous ces moutons. Ouais, alors cet emblème en plus ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien pour ceux qui ont voyagé là-bas, qui ont connu là-bas. En plus, effectivement, il y a plein de moutons et c'est raccord. Donc ça c'est top. Mais voilà, en fait, voilà pourquoi Black Sheep, c'est les vacances différentes. Voilà, je fais pas comme tout le monde. Et puis maintenant, on voit beaucoup de vannes, mais il y a 10 ans, il y a 11 ans, un petit peu moins. Et on en voyait moins. Et les trois vannes sont assez... les 3 vannes se remplissent. Premier client, moi je me rends compte que en fait, merde, on a monté une boîte, ça y est. Il y a un mec, un parfait inconnu, qui nous a donné de l'argent, parce que le gars réserve en ligne sans nous appeler, rien. Et là, le mec nous a donné de l'argent pour ses vacances, il nous fait confiance. Donc ça veut dire que tout le boulot qu'on fait depuis des mois, avec les photos, avec le site internet, c'est bon. Là, ça y est, ça sort. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Enfin, tu vois, tu te dis, mais c'est trop cool. Donc là, on est hyper content, premier client, et puis après, on enchaîne les clients. On termine les vannes étaient dans la rue. Alors les vannes, on avait trouvé on louait des places de parking à côté d'un entrepôt à Vaux-en-Velin, où on allait en fait le soir. On avait dans l'entrepôt, on avait un petit peu de place où on pouvait stocker deux trois conneries pour nettoyer les véhicules. Okay. Mais voilà, et on préparait les véhicules le soir avant que le client arrive. Enfin voilà, on en avait 3, ça se faisait bien. À 2, c'était facile. Et on faisait les départs de là-bas, et ça, c'était le tout premier été. Ouais. Okay. On fait et donc vous êtes rentable. On est rentable vu qu'on se verse pas de salaire. Tu vois, on est parti en faisant un dispositif Acre là, tu vois, donc on reçoit de l'argent Pôle emploi. Voilà, peu de Pôle emploi pour monter ta boîte. Ça c'est quand même hyper bien. On a la chance d'avoir ça en France, c'est incroyable. Donc on se sert de ça pour vivre au quotidien, et puis on s'appuie aussi pas mal sur les copines. On la remerciera jamais assez parce qu'elles nous ont quand même bien aidés pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui d'ailleurs quand elles écoutent nos déboires et qu'elles supportent nos crises de nerfs. Mais ouais, voilà, donc on est rentable, et puis l'année suivante, après on amorce la machine, on fait un emprunt pour acheter des premiers véhicules, et puis du fait que vous ayez fait une première saison, ça rassure les banques. Après voilà, en fait l'important dans une activité qui est extrêmement capitalistique comme la location de véhicules. Alors nous, on n'y connaissait rien en location de véhicules, autant le tourisme ça nous parlait, autant en location de voiture on n'y connaissait rien, et puis alors les véhicules en eux-mêmes ça nous passionne pas forcément. Enfin, tu vois, c'est bon, il y a 4 roues, un volant, et tu peux dormir dedans. Voilà, t'as un van. Enfin, tu vois. Donc c'est vrai qu'on découvrait complètement la partie entretien, législation, organisation. Donc on l'a fait un peu au feeling, tu vois, comme on le sentait, avec énormément d'insouciance, exactement comme on a abordé la montagne au départ. Tu vois. Je me souviens qu'on avait une carte dans mon entrée, dans le bureau de l'entrée de l'appartement rue Saint-Claude, avec des épingles sur nos targets toute l'Europe, quoi, tu vois. Et on n'a pas encore coché toutes les cases, mais en gros, voilà, on a démarré ça avec la même insouciance qu'on faisait de la montagne, en se disant tout est possible, et puis on y va. On n'a pas un rond, mais on s'en branle, on va conquérir le monde, quoi, tu vois. On savait qu'il y avait des gros loueurs, tu vois, en Australie par exemple, et en fait on se dit mais pourquoi il n'y en a pas en Europe, et il faut y aller, quoi, il faut le faire. Donc deuxième été, là vous passez de 3 à combien de vannes? On passe de 3 vannes qu'on a louées à 4 vannes qu'on achète, et 3 ou 4 qu'on reloue. Donc on a 7-8 véhicules, tu vois, le deuxième été. Et vous êtes toujours tous les deux? On est toujours que tous les deux. On change de local parce qu'on avait. Et l'hiver, il n'y a rien qui a pu se passer? Si, on va skier.
Non, l'hiver, il se passait rien. Et puis surtout, Rob avait besoin de ses véhicules l'hiver. Oui, donc du coup, on n'avait rien. Ça, c'était clairement. On clairement... rebosse sur le site, on rebosse avec les banques, on refait des trucs en amont. On se rend compte qu'on a quand même beaucoup de temps libre. C'est là que nous vient l'idée aussi des igloos. Déjà, là, sur cette première saison. Dès cet hiver-là, Okay. ouais. On se dit, qu'est-ce qu'on ferait l'hiver? Est-ce qu'on ferait pas une deuxième activité? Ça pourrait être quoi? Les igloos. Ok, donc... Parle-nous qui est-ce des qui igloos. fait des igloos? Voilà, qui est-ce qui fait des igloos en France? Sylvain, à La Plagne, il y avait un gars qui faisait des igloos au Doubs du Prat. Et du coup, on se dit, on va aller le rencontrer, voir ce qu'il fait. Et puis après, on verra pour mettre ça dans une autre station. Pour le coup, on connaissait bien le tissu des stations, le fonctionnement des domaines skiables, tu vois, entre les mairies, l'office de tourisme, le domaine skiable, un peu comment tout ça est organisé, on maîtrisait très bien. Et puis c'est un écosystème qui nous passionne aussi, tu vois. Donc on se disait que il y a peut-être un truc à faire sur les igloos, à développer dans les stations et tout. On va rencontrer ce gars à La Plagne qui nous dit en fait moi je suis moniteur de ski, donc la journée je suis sur les lattes, les nuits je suis dans les igloos. Ça fait 2 ans que je fais ça, c'est super, mais je suis au bout du scotch. Il faisait ça tout seul, le gars, donc en gros il était en train de s'épuiser, il faisait 2-3 igloos et vraiment c'était... Et c'est quoi un igloo? On peut y dormir à 2? Et alors lui c'était vraiment des petits igloos, tu mangeais à 4-5, il montait en raquette, tu vois, tu mangeais à 4-5 et puis je crois qu'il en faisait dormir une fois de temps en temps, mais c'était très très artisanal. Okay. C'était mais voilà, pour autant il y avait de l'intérêt, surtout à La Plagne, tu vois, t'as quand même pas mal de lits, t'as une grosse station, donc ça marchait déjà bien. Et puis nous on s'est dit mais c'est une super occasion de se barrer de Lyon, parce que ça a été compliqué d'être à Lyon au départ, tu vois, nous on était en montagne tout le temps. Moi atterrir à Lyon je l'ai assez mal vécu au début, ça a été long, tu vois. Je passais de faire du VTT et du ski de rando en pleine nature à faire du footing sur les quais de Lyon, quoi, tu vois. Donc moi ça a été un peu hardcore, donc là on s'est dit mais top, on va passer l'hiver en montagne, ça va être trop bien. Donc le gars nous dit moi j'arrête, est-ce que ça vous intéresse de reprendre? Donc là on rachète le matériel, en fait on rachète la boîte au prix du matos, tu vois, quasiment. Ok. Donc une bouchée de pain, enfin c'était déjà beaucoup d'argent pour nous à l'époque, mais voilà, on se dit ok, on monte ça. C'est combien? On va appeler ça vous pouvez le dire? J'avais 4000 balles, 3500, okay. 4000 balles, un truc comme ça en tête. Et quand t'avais 5000 balles pour monter les vannes, tu vois. Pour un super concept, voilà, et déjà tout en place, parce que... il avait un petit peu de matériel, il en manquait pas mal par rapport à ce qu'on voulait faire, mais ça permettait de démarrer. Et puis souvent un truc comme ça, c'est justement ce que tu disais, faut aller voir la mairie, il faut aller voir le directeur, et il faut mettre un petit peu tout le monde. Nous, on n'avait pas forcément les autorisations parce qu'on n'était pas rouge, tu vois, on n'avait pas les formations, on n'était pas ESF, tu vois, donc on n'avait pas les formations pour accompagner les gens, on n'était pas accompagnateur moyenne montagne, rien. Donc d'un point de vue sécurité, si tu veux, t'es quand même le cul entre deux chaises. Tu fais quand même dormir des gens dans des tas de neige en pleine montagne, à 2000 mètres d'altitude, si tu veux, dans un truc qui est pas un camping, qui est pas non plus un ERP, qui est pas un établissement recevant du public, qui est pas au bord de la route. D'un point de vue sécurité, tu vois. Pour être, là, du coup, tu fais en sorte de créer une case quand il y a pas de case, et en fait, tu mets tout le monde autour de la table virtuelle, parce qu'on n'a pas réussi à la mettre vraiment autour de la table, mais voilà, en fait, on a dit à la sécurité des pistes, on leur a dit ce qu'on allait faire et ce qu'on allait mettre en place en cas de problème. On a informé la mairie, pareil, du dispositif. On s'est renseigné en amont auprès des pompiers du SDIS de Savoie, pour en fait qu'est-ce qui peut nous arriver, quels sont les problèmes qu'on peut avoir, et comment on y fait face. Prendre les devants. Voilà. Et en fait, en montant, si tu veux, un espèce de process comme ça en cas de problème, en fait, à la fin, les mecs se disent ok, ils sont sérieux, c'est carré, s'il y a une couille, ils y ont pensé. Et puis voilà, en fait, tu mets tout ça en place, sachant que tu es sur un terrain en plus où tu n'as pas d'électricité, t'as pas d'eau courante, enfin, il n'y a rien, c'est un champ, quoi, tu vois, donc c'est un champ avec de la neige. Donc voilà, on a mis tout ça en place, et puis à la fin, ça revenait quand même pas mal à la responsabilité du maire. Donc il fallait aussi que le maire il se dise ok les gars, allez, je signe. Tu vois, donc il fallait que ça passe en mairie, que ce soit validé par la mairie en conseil et tout, voilà. Mais il y avait aussi un attrait, pour la station, parce que c'est une activité cool qui va faire parler, qui va intéresser et tout. Donc c'est comme ça qu'on met en place les igloos.
premier hiver, on passe le mois de décembre à pelleter. Mais vraiment comme des forcenés. Donc là, on perd, je sais pas, 7-8 kilos chacun. Et Donc, pelleter déjà, parce qu'en fait, il y a pas parce assez qu'en de fait, neige. on est mal équipé et qu'on sait pas faire et qu'on a une structure gonflable. Pelleter pour les accès. Pour fabriquer les igloos. En gros, si tu veux, on utilisait des structures gonflables en forme d'igloo sur lesquelles on projetait de la neige. Donc la neige, pour la projeter, on la faisait passer dans une fraise à neige. Tu sais, les petites machines un peu comme un motoculteur, tu vois, qui projette la neige, voilà, pour virer la neige de la terrasse. Et en fait, le fait de la passer dans le motoculteur, ça casse les grains de neige, ça change la cohésion de la neige, et du coup, ça fait que ta neige, elle devient plus dure, pardon. Okay. C'est exactement comme quand tu as une avalanche. Tu sais, quand tu as une coulée, tu passes 2-3 heures après la coulée, même si c'était de la puff, la neige, elle est beaucoup plus dense, beaucoup plus dure. En fait, elle s'est compactée, et du coup, elle devient plus résistante. Là, quand tu la passes dans la fraise, c'est exactement le même mécanisme qui se met en place. Et du coup, ça fait qu'une fois que tu as fraisé, 2-3 heures après, tu dégonfles la structure, tu la sors et tu as ton igloo. Donc, et là, il faut pas mal de mètres cubes de neige. Il y a beaucoup. Il y a de mémoire, à l'époque, on déplaçait 10 mètres cubes de neige pour un igloo. Donc, 10 mètres cubes de neige compactée. Donc, avant de la compacter, tu fais bien x2 ou x3. Et la première année, on fait 9 igloos. Donc on déplace quand même pas mal de tonnes de neige et puis évidemment la fraise elle est pas assez puissante, donc en fait rapidement tu peux plus tourner juste autour de la structure, tu t'éloignes, donc en fait tu mets de la neige sur des bâches que tu rapproches du... Non mais c'est un travail de débile. Et ça c'est à faire une fois quand même. Alors ça on le fait qu'une fois dans la saison. On le fait qu'une fois dans la saison. Donc ça c'est le premier hiver, on bosse jour et nuit, on bosse 15 heures par jour. Pendant combien de temps les igloos sont... Et 3 mois. On a mis, pour faire le chantier, on était 3 parce qu'il y avait un copain qu'on avait embauché pour nous aider, qui fait ça avec nous. Et on met 3 semaines à faire les igloos en bossant. Et il reste combien de temps ils sont accessibles? Et après ils sont accessibles jusque fin mars. Ouais. Mi-mars, fin mars. On a nos premiers clients qui arrivent par l'office de tourisme, des gens qui nous trouvent sur place. Et puis, pareil, rebelote, on fait un site internet, on y va, ouais. Et puis, on vend des packages, et puis, on fait avec les chiens de traîneau, la raquette, balade en raquette et tout. Donc là, on déroule. Facile. Donc on débute le premier hiver comme ça. Après les igloos, on a perduré on a fait tous les hivers jusqu'au Covid. On a développé un deuxième village igloo à Champs-Rousse également. Juste au-dessus de Grenoble. Juste au-dessus de Grenoble, ouais. Et là les igloos, on faisait quand même 1500 clients par village, donc 3000 clients par hiver. Dans les villages igloos. On pouvait accueillir pour les plus grosses années, on va dire, là où on avait le plus de neige et on pouvait faire le plus d'igloo, on pouvait accueillir jusqu'à 50-60 personnes à manger et 30-35 personnes à dormir. C'était à peu près la moyenne en fait de la taille du village et ça permettait vraiment et de la première année, si tu veux, on faisait tout à la main. On a aussi appris d'année en année, professionnalisé. On avait des structures plus grosses, on utilisait des dameuses avec les fraises des dameuses beaucoup plus puissantes, donc un peu moins de pelles, même si ça restait un travail qui était très physique et puis surtout très compliqué à l'exploitation. Là pareil, on évoluait chaque année. Et le Covid a arrêté. Et le Covid a arrêté. En fait, le Covid a arrêté parce que, normal, il y a eu deux hivers off en montagne. Mais surtout, ça a arrêté parce que déjà, nous, les vannes, ça prenait de plus en plus de place dans notre temps. Donc, ça commençait à être compliqué d'être sur les deux fronts. Les igloos, c'était une activité qui consommait énormément de trésorerie. Parce qu'en fait, on était très sujet aux tempêtes. Et en fait, très régulièrement, t'avais des annulations parce qu'il y avait une grosse tempête et que le groupe, parfois, il pouvait juste pas monter en station. Ou alors, de la station, il pouvait pas accéder au village. Enfin, tu vois, donc t'as des annulations tout le temps. Et du coup, toi, tes salariés, tu les payes. Donc, en fait, à la fin de l'année, il te reste plus rien. Et là, ça a permis vraiment de combler des trous d'amorçage au début. Ouais. Et puis c'était fun, et puis après, c'était surtout hyper cool. Après, c'était plus du tout rentable. Il y avait énormément de demandes. En fait, c'était le truc qui était hyper frustrant quand on a arrêté les igloos, c'est que les gens avaient vraiment envie de le faire. Tu vois, les clients étaient hyper intéressés pour le faire. Donc aujourd'hui, kiffé l'expérience, t'avais une satisfaction de ouf, vraiment, surtout qu'on avait des spots qui étaient top, les panoramas étaient canons, et vraiment le nombre de gens qui nous ont tapé sur l'épaule le lendemain matin en disant merci, c'est fabuleux ce qu'on a vécu et tout, tu vois, c'est trop cool. Et donc ça c'était vraiment top, surtout que les igloos, après on faisait des sculptures, on faisait intervenir des sculpteurs, tu vois, à l'intérieur en bas-relief et tout, donc c'était, puis t'as 4 mètres sous plafond, enfin tu vois, donc c'était vraiment des châteaux de glace. Et donc c'était top, sauf que Covid, on a mis du temps à former des équipes compétentes.
les gars, en fait, 2 hivers, ils t'ont pas attendu, tu vois, ils sont partis ailleurs. Du coup, là, on se dit, est-ce qu'on repart tout à zéro ou est-ce que là, les vannes sorties de Covid, on se fait éclater? Est-ce qu'on se concentrerait pas là-dessus? Donc voilà, en fait, on a décidé de stopper là. Rationaliser. Du coup, si on reprend sur les vannes, parce que là, il y a eu un gros développement, on était entre 8 et aujourd'hui 500. Quelles ont été les étapes. Ces étapes importantes, les premiers employés, ça a été toujours un peu drivé, en tout cas beaucoup au début, ça a été drivé par la trésor, parce qu'en fait tu te dis toujours le financement, surtout dans une activité comme ça. Alors toutes les activités, de toute façon la trésor c'est la clé, mais là en fait on se dit ok, on veut ouvrir plusieurs agences, mais du coup ça veut dire qu'il va falloir des salariés, il va falloir du cash, il va falloir, donc là on peut pas. Donc là on se dit alors avant on se dit on pourrait le faire en franchise. Ok, très bien, mais en fait qui va nous faire confiance si on a juste une agence à Lyon? Enfin, tu vois, qui va se dire ah bah ouais, trop bien, Black Sheep c'est une super marque, j'ai trop envie de vous verser des royalties. Donc là on se dit ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ouvrir une deuxième agence à Bordeaux, déjà pour valider que ça peut marcher dans une autre ville, tu vois. De l'autre côté, ça c'est ça. On se dit Bordeaux, c'est un peu comme Lyon. Lyon, t'as la montagne pas loin. Bordeaux, t'as la mer pas loin. Tu vois, l'océan. Donc on se dit, c'est un gros bassin de population. Donc ça peut être bien de s'installer là-bas pour notre deuxième agence. Et qui va en... Et là en fait, on se dit pareil, on n'a pas du tout les moyens d'embaucher un salarié, de prendre des locaux, rien. Donc là du coup on trouve un partenaire là-bas. On trouve une boîte qui fait de la location de minibus de minibus, et surtout qui bosse, un toureur en fait qui bosse avec les mecs qui font les spectacles, tu sais, les groupes de musique et les trucs comme ça, tu sais, pour se déplacer pour les tournées. Les tourbus, c'est ça, exactement. Ils sont spécialisés là-dedans. Et ils ont une antenne à Bordeaux, donc on les rencontre, on sympathise, et puis en fait on leur confie des véhicules où eux en fait ils gèrent sur nos véhicules, ils gèrent les départs, ils gèrent la relation client au moment du départ, tu vois. Et puis ils nous font la préparation des véhicules, le nettoyage et tout. Donc pas besoin d'y aller. Donc pas besoin d'y aller en présentiel. C'est ça, dans beaucoup d'entreprises. Mais ça nous aurait coûté un fric fou, de déménager là-bas. Ma femme était pas mobile, enfin tu vois, donc non, du coup on fait comme ça, on fait cette étape-là, et après on se dit ok, maintenant on a 2 agences, on fait une saison comme ça tourne, il y a de la demande aussi à Bordeaux. Maintenant il faut y aller. Sur chaque agence, il y avait une dizaine de véhicules? Non, il y avait l'année où on a ouvert Bordeaux, on devait avoir 12 véhicules, tu vois, on devait en avoir 8 à Lyon et 4 à Bordeaux de mémoire, ça devait être ça, ouais. Mais au moins c'est validé. Et c'est validé que ça tourne, et puis voilà, on continue à acheter des véhicules, et puis après à chaque fois vous êtes toujours positionné en achetant du coup du très beau véhicule aussi. Parce qu'en fait c'est aménagé, c'est allemand, c'est... en fait dans la tête des gens, tu peux difficilement passer à côté, tu vois. Les gens, c'est ce qu'ils veulent en fait. Quand tu interviews les gens, c'est quoi pour toi le van? Pour ceux qui connaissent, c'est le Volkswagen California. Donc là tu te dis je veux être loueur de van, je peux pas faire ça. Donc, malheureusement pour nos économies, et heureusement pour Volkswagen, t'es obligé d'investir assez lourdement. Alors après, dans le business model du loueur, t'as la revente du véhicule, et le California, c'est un véhicule qui pour le coup se revend très bien. Donc ça te coûte super cher à l'achat, ça te fait un gros investissement, mais par contre en fait ta masse de détention, c'est-à-dire ta différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente, elle est relativement faible, contrairement à ce que tu risques d'avoir sur un Renault que t'aménages. Voilà. Et du coup là, tu arrives à faire de la rentabilité parce que tes locations couvrent largement ta masse de détention, donc du coup, c'est OK. Première franchise? Donc, première franchise en Haute-Savoie. Annecy? Donc, assez proche, à côté d'Annecy, entre Annecy et Genève. Assez proche. Et puis après, ça va assez vite. Après, les autres franchises... Comment ils vous découvrent? Vous faites un salon de la franchise? Non. Comment site internet, un mail qui tombe dans la boîte mail un jour, coucou, j'aime bien ce que vous faites, est-ce qu'on peut se rencontrer, vous proposez d'être franchisé, comment ça marche? Voilà, on propose de l'être, mais on sait pas comment ça va marcher. Donc là, c'est pareil, on appelle les copains, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un contrat de franchise? C'est ça. C'est à peu près ça. Les royalties, tu repars à zéro. Tu te doutes que tu vas demander une participation parce que toi, tu fais l'effort de com, et voilà. Après, c'est structuré. C'est assez logique la manière dont c'est structuré, si tu veux.
Et puis voilà, après ça s'amorce et puis petit à petit t'as de plus en plus de demandes et tu rencontres les gens. On est bien d'accord dans le fonctionnement d'une franchise. Vous êtes responsable de la com et de la marque, mais c'est l'entrepreneur qui a la franchise qui va lui faire son financement pour ses vannes. En gros, c'est vraiment une entreprise à part entière. Qui va financer ses propres véhicules et nous en fait à cette entreprise ce qu'on va lui apporter c'est la communication. Donc en fait la boîte elle va sous-traiter, si je puis dire, quelque part toute sa communication. Alors après nous ce qu'on demande quand même à nos franchisés c'est de faire la communication en local. En gros, c'est à eux, si tu veux, d'être visibles localement. Ce qui est assez logique, puisqu'ils sont sur le terrain, ils connaissent mieux le territoire que nous, et les acteurs à activer pour faire connaître leur agence et leur business sur place. Par contre, effectivement, nous, on va leur donner tous les outils pour qu'ils puissent utiliser la marque au quotidien. On va leur donner tout ce qui est le système informatique, évidemment les références sur le site internet, voilà. Et puis tout le savoir-faire, évidemment. Donc il y a une formation au début, et puis après on les accompagne en permanence, on échange en permanence avec eux pour les aider. C'est l'avantage aussi de te lancer en franchise, d'adhérer à un réseau, c'est que t'es pas tout seul dans ton coin. Tu pars pas de zéro, où il faut tout faire. Quand on a démarré, nous, tu pars d'une feuille blanche. Tu te dis là l'aménagement on le fait comme ça, est-ce qu'on a raison de le faire comme ça? T'en sais rien, t'as pas du tout de retour dessus, puis il y a personne qui peut te dire si c'est bien ou pas. Donc c'est quand même pas mal de feeling et d'insouciance au début. Là quand t'adhères à une franchise, tu vas quand même sur un modèle qui est éprouvé. Et puis il y a un réseau. On a eu déjà plein de cas de figure différents, on a fait déjà plein de conneries, plein d'erreurs que du coup on va t'épargner de faire. Et tout ça, du coup, dès le début, vous avez réussi à le documenter? Est-ce que vous êtes fait une bible Une bible de la connerie? Non, mais on aurait dû. Une bible de la log de Van. Ouais, alors en fait, après, si tu veux, tu mets ton analyse de marché, tu mets. En fait, voilà, comme t'as pas de loueur de van à l'époque, ou alors que c'est très très peu développé, tu t'appuies sur ce que tu connais du tourisme, tu vois. Donc tu vas chercher des équivalences pour donner un peu des ratios et puis un potentiel de marché, tu vois. Et en fait, parce que c'était vraiment naissant, et même le camping-car, ça se louait mais à la marge. Parce qu'en fait, si tu veux, le camping-car... Ouais, et puis même, les camping-caristes, c'était plutôt des vendeurs qui louaient pour faire tourner leur parc de temps en temps, tu vois. Mais c'était... Ou alors pour des clients qui veulent essayer, mais c'était pas un business. Nous, on est arrivé avec l'idée de... pas de vendre des véhicules, avec l'idée d'en louer. L'ADN de Black Sheep, c'était te fournir l'outil pour que tu puisses pratiquer des sports outdoor. Okay. L'outil idéal pour faire ça, pour être au plus proche du spot, pour pouvoir bouger en fonction de la météo, parce que les sports outdoor, évidemment, t'es sensible à la météo. Donc c'était en ça, et c'est toujours vraiment dans l'ADN de Black Sheep de te dire, je te fournis le temps de ton trip, le temps dont tu as besoin pour faire ton activité, l'outil. Au début, quand on a démarré, on voulait même faire des vannes à thème et du coup développer en fonction. C'est-à-dire que ça, c'est un thème, c'est un van qui est développé pour faire le VTT. Okay. Et tu as un aménagement spécifique pour ton vélo dedans. Celui-là, c'est pour faire du ski et tu as un aménagement spécifique pour le ski avec du chauffage, le machin, le truc. Et voilà, et ainsi de suite. Et on voulait décliner comme ça. Bon, au final, on se fermait un peu trop la porte et puis c'était un peu trop sélectif. Donc on l'a jamais fait. Mais en tout cas, voilà, dans le brief il y avait cette possibilité-là. De l'hiver 2010-2011, on avait ouvert cette porte-là. Et donc, les franchises augmentent, ça se duplique. Ouais. En gros, c'est quoi le rythme? Vous faites une ou deux agences en propre? Voilà. Nous, on ouvre des agences un petit peu comme on a fait à Bordeaux au début, donc avec un partenaire. On en rouvre dans d'autres villes, et puis en parallèle, il y a des franchisés qu'on rajoute. Une ou deux. Il y a des franchisés qui ouvrent plusieurs agences. Il y a des franchisés sur leur territoire. Il y en a qui en ont juste une seule. Donc, il n'y a pas forcément de régularité. Mais en tout cas, là, on arrive 12 ans après avec 35 agences en Europe. Combien franchisés en propre?
On va en avoir, nous, 12 en propre. Ok. Et le reste, Ok. ce sont des agences qui sont gérées Et par des donc, consultants. à l'étranger, c'est Irlande, Suisse, Belgique. Irlande, Suisse, Belgique. Et il y a une agence à La Réunion. Et à La Réunion. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, Depuis c'est quand un franchisé à La Réunion. Ça doit faire 6 ans maintenant qu'il est en place là-bas. Et alors, en fait, ce qui est génial avec ces agences-là qui sont un petit peu partout sur des territoires qui sont très différents les uns des autres, c'est qu'on a aussi appris beaucoup du marché et des attentes des clients. Alors en fait, là, je vais te le dire, tu vas me dire, bah oui, mais c'est hyper logique. Mais en fait, on ne le savait pas du tout au début. En Bretagne, alors il peut faire très beau en Bretagne, c'est pas toi qui diras le contraire, mais il peut aussi faire froid et pluvieux en Et ça, été au mois d'août. En fait, c'est tout le temps. Et en C'est fait, chaque jour. voilà. Il fait beau et il pleut chaque Et jour. c'est ça, on est bien Ouais, d'accord. j'ai bien compris ça. Et du coup, c'est un territoire où on a des vannes aménagées qui sont dans des caddies, tu sais, l'équivalent d'un kangou, tu vois, des petits véhicules. Et en fait, un véhicule comme ça, ça impose que tu manges à l'extérieur. Tu vois, tu peux pas te mettre autour de la table à l'intérieur du véhicule. Et typiquement, ça, c'est un véhicule qui est pas du tout adapté pour la Bretagne, parce qu'en fait, t'as pas, et encore moins en Irlande, parce qu'en fait, t'as pas d'espace intérieur. Le soir, potentiellement, t'as froid. Donc, ça sert à rien d'en prendre ça marche 2 ou pas. 3 sur ton parc. Donc voilà, c'est des véhicules qui sont pas bien adaptés pour ces territoires-là. Par contre, donc on va plutôt sur la Bretagne ou l'Irlande avoir des gros véhicules où tu as un espace d'intérieur qui est grand, où tu as du chauffage et qu'offre une bonne habitabilité avec potentiellement même des sanitaires à l'intérieur, parce que la douche à l'arrière du véhicule en Irlande, ça peut être un peu compliqué même au mois d'août. Donc, on n'est pas Wim Hof. À l'inverse, voilà, ouais, on n'est pas tous des Wim Hof. À l'inverse, en Corse, où tu as des petites routes et où il fait chaud tout le temps, plus petit, en fait, plus petit, t'es mieux. Et dehors, c'est mieux. Tu passes inaperçu, et de toute façon, tu vas être dehors tout le temps. Donc, ouais, Portugal, Espagne, si un jour vous ouvrez, ce sera pareil. Ok. Ouais, alors on a déjà été au Portugal. Ok. Et on va y retourner. Okay. On a été au Portugal jusqu'au Covid. Une petite parenthèse là-dessus. Raconte-nous un petit peu tout ça. Ouais. Alors en fait, nous, on a eu une année charnière en 2018 où on a activé la volonté de se développer vraiment à l'international. Où c'est là où on a vraiment poussé les frontières, donc sur l'Irlande notamment et sur l'Espagne et le Portugal. Vous aviez les reins solides. On avait les reins solides. Qui on avait les banquiers qui suivaient. Donc là, on s'est dit, ok, let's go. On investit lourdement. On a mis un gros billet sur la table et puis on y est allé et ça s'est hyper bien passé. On y est allé un peu en mode pirate, un peu en mode black sheep au départ, et puis après on a structuré, tu vois, l'offre là-bas. On a trouvé des super partenaires avec qui bosser, et puis il y a eu le Covid. Et là en fait, en l'espace d'un mois, il a fallu que qu'on se décide à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaie quand même de tourner au Portugal? Ou est-ce qu'on rapatrie tous les véhicules en France? On n'avait pas encore la date de fin de confinement. Ah oui. On savait pas du tout comment ça allait se passer. Donc, mars 2020, il y avait que le Portugal ou il y avait Portugal, Espagne, Irlande. Espagne, Irlande. Ouais. Ok. Et vous avez choisi que l'Irlande. De conserver que l'Irlande. En fait, on a conservé que l'Irlande parce que on avait des clients irlandais. Donc des locaux qui consommaient du van sur place, alors qu'en Espagne et au Portugal, on avait une très grosse majorité, et le Portugal, c'était même 100% de clients étrangers. Ok. C'est-à-dire de clients qui ne sont pas des locaux. Ils viennent en avion, ils louent le van, ils font le tour du Portugal. Tu te dis, si les frontières rouvrent pas, là, en fait, il va rien se passer. Les vannes, ils vont pourrir au Portugal tout l'été, et puis on pourra même pas y aller. Donc ça va être la cata. Donc là, du coup, on a envoyé des transporteurs, on a rapatrié tous les véhicules en France. Combien ? Il y avait une trentaine un peu moins entre l'Espagne et le Portugal, oui, peut-être 27-28 véhicules. Donc on a tout rapatrié en France et puis on s'est concentré sur la France et là on regarde à nouveau. C'était une bonne. Et en fait on est allé au Portugal un bon choix. aussi. Ouais, on a eu le nez creux sur ce coup-là, ouais, carrément. Parce que les frontières ne se sont pas réouvertes, mais les portes et les portails, on a eu tous un grand appel de la nature. Ouais. Et alors ça c'est pareil, ça a été du jour au lendemain où ça te fait éclater. Où on s'est dit, enfin, on a réussi notre mission de mettre les gens dehors, de mettre les gens en pleine nature. Moi j'ai adoré cette période d'après Covid parce que ça a toujours été un objectif pour moi de faire partager cette passion de l'outdoor. Vraiment, j'adore ça. Quand j'étais en station, j'emmenais des potes en hors-piste.
Et j'adorais, tu vois, quand j'avais des potes qui venaient de Paris ou même des copains de Greux, tu vois, mais qui en faisaient pas forcément souvent, je leur montrais mes petits spots, mes petits coins. Ah là, on va marcher, on va aller sur la crête, derrière, il y a un putain d'hors-piste, vous allez voir, c'est ouf et tout, ça va être trop cool. J'adorais emmener les gens là-dedans. Et puis quand c'était un peu technique aussi, ça me plaisait bien, tu vois. Donc, non, mais vraiment, apprendre aux gens, tu vois, les mecs qui n'étaient pas du tout habitués, tu vois, leur donner envie de le faire en leur disant t'inquiète, ça va le faire. T'aurais pu devenir guide de haute montagne. Ouais, il m'aurait fallu un peu plus de temps en montagne, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais ouais, je pense que ça m'aurait pas déplu carrément. Ouais, ça aurait beaucoup déplu à Anne-Sophie, à ma femme, par contre. Je pense qu'elle m'aurait pas laissé. Elle m'aurait clairement pas laissé faire. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment toujours adoré faire ça. Et du coup, j'ai adoré cette période post-Covid où les gens, en fait, ils allaient dehors et ils redécouvraient la nature. Et en fait, j'ai halluciné de ce qu'on voyait passer un peu sur les réseaux, de mecs qui découvraient le bivouac, qui découvraient le ski de rando, la rando, le gravel. Je trouvais ça génial, et pour nous c'était des trucs qu'on faisait tout le temps qui étaient hyper normal, oui. Et en fait les gens découvraient, ils adoraient, et là trop bien, en plus c'était hyper raccord avec les vannes. Donc moi j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien de pouvoir mettre les gens dehors, et aussi parce qu'au fond de nous, alors on t'a compris, on est passionné de sport outdoor, on est à fond de ça, mais au fond de nous aussi t'as cette part grandissante de volonté de protéger la nature qui est apparue et qui a toujours été là, mais qui se voit beaucoup maintenant et dont on parle énormément maintenant. Et en fait, moi, je suis assez convaincu du fait que si tu connais la nature, tu la protèges. En fait, c'est normal, t'as pas envie de voir ton espace de jeu disparaître, tu vois. Et c'est là où peut-être c'est compliqué tu vois, on a reçu Philippe Douteau de Voyage. Ouais. Il m'expliquait que c'était évidemment l'équilibre et le juste milieu de dire on est une boîte, on doit louer, c'est sûr, on doit promouvoir ce mode de vacances, de loisirs, un mode de vie pour Philippe qui lui vit au quotidien toute l'année dans son van, dans son fourgon aménagé, et en même temps un afflux sur quelques spots. Il y a Mapster qui est là et qui peut faire des embouteillages sur des spots de van life l'été. Est-ce que vous avez du coup réfléchi et peut-être compris, mis en place des choses? Comment Alors clairement, il y a une nécessité de protéger les territoires. Il y a eu des choses hyper bien, comme je te disais, qui se sont passées après le Covid. Il y a eu des choses aussi beaucoup moins bien, comme par exemple les lacs Achard derrière Champs-Rousses, où les gens sont tous montés bivouaqués par centaines, et tout le monde voulait faire son feu de camp, et tout le monde fait son petit feu en coupant des arbres parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus de bois, et en fait tu te retrouves à abattre des arbres pour faire le feu de camp, le feu de camp à des endroits différents, sans savoir en fait que quand tu fais un feu à même le sol, tu détruis l'écosystème qui est dans le sol pour un certain nombre d'années. Et en fait, justement, le problème, c'est on va dire le revers de la médaille, c'est que en fait, si les gens ne savent pas comment se comporter dehors, du coup, on détruit tout. Ouais. Et c'est là que tu te dis, on a aussi un rôle d'éducation avec Black Sheep. Tu vois, sur les comportements. Où est-ce que les gens se garent? Où est-ce qu'ils ont le droit d'aller? Donc, nous, ça va être des choses qu'on va faire passer chez Black Sheep, qu'on va faire passer dans nos messages. On a toujours essayé de prôner la proximité. Tu vois, déjà, au lieu de te dire, je prends un van et je vais en Grèce. C'est sûr, il n'y a pas besoin. En Bretagne, tu peux déjà prendre le van et aller découvrir la vallée de la Loire, tu vois, à côté de chez toi. Ou la Bretagne. Il y a déjà, ou même la Bretagne. La première fois, tu vois, qu'on a fait une expérience de van life, c'était suite au Covid. J'accompagnais un entrepreneur autour d'un projet immobilier. Ça s'est un petit peu effrité, et il a lancé un podcast autour du voyage en van. Ouais. Ils sont habitués à faire ça parce que sa femme est roumaine. Donc, ils ont l'habitude tous les ans d'avoir un van pour faire ce périple en Europe. Et la première fois, je lui ai dit, on va louer un van, tu vas nous montrer comment tu vis en van, comment tu fais. Et on n'a pas fait plus de 100 km, puisqu'on sortait du Covid. Du Covid, ouais. Donc, on avait cette barrière du 100 km.
Et ben pendant 100 km, on a fait quand même pendant 3-4 jours dans ce rayon-là et on a adoré. Moi, ça m'est arrivé d'aller bivouaquer avec les enfants, de partir en van avec les enfants à 3 km de chez moi. Oui. Mais même hors confinement, hors obligation, hein, tu vois, juste ça. Et puis les enfants, ils sont trop contents. C'est déjà l'aventure. Ah ben c'est clair. Non, il n'y a pas besoin d'aller très loin. On a campé dans le jardin. Les enfants, ils adorent. Moi, j'étais gamin, je campais dans mon jardin. J'adorais. Moi aussi. Donc, non, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour sortir un peu de sa zone de confort. Et donc, c'est aussi dans votre communication que vous... Ouais, bah voilà, tu vois, on va essayer d'inciter les gens à pas forcément partir loin. Après, tu vends quand même de la liberté, donc faut pas les contraindre. Mais voilà, en fait, découvrir la côté de chez toi, même si tu le connais, le faire en van, en fait, tu vas le faire différemment. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant dans le van. Mais encore une fois, voilà, le van, c'est vraiment un outil plus qu'une fin en soi. C'est pas. Bien sûr. Voilà. Et c'est comme l'argent ou le marteau ou le couteau. On peut couper des oignons ou avoir une arme dans la main. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Donc effectivement. Et d'un point de vue législation, avec les territoires, il y a des choses qui... il y a effectivement des choses il y a des choses qui sont un peu contraintes sur les espaces publics, sur les espaces privés. Il faut respecter tout ça. Donc t'as pléthore d'applications qui existent pour t'indiquer des endroits où tu peux te parquer. Mais sur des territoires comme la Corse par exemple où c'est hyper limité, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des endroits où tu peux aller, mais en fait c'est surtout compliqué parce que on va tous en même temps au même endroit. L'année dernière, tu pouvais demander, tu avais plus de la moitié de nos clients qui sont allés sur la façade atlantique. Alors moi je surfe beaucoup, le surf au mois d'août c'est pas terrible. Alors déjà les plages sont bondées, les spots sont bondés, les vagues sont pas ouf. Il vaut mieux y aller au printemps, fin d'hiver où il y a encore des vagues. Si on préfère avoir la chaleur de l'été, tu y vas en octobre. Et là il y a pas de problème sur les spots, tu peux te garer, ça se passe hyper bien. Et en fait c'est juste une question de concentration. Si au mois d'août tu te dis que l'été que le van c'est plutôt en montagne, et c'est ok, ça va bien se passer. Si on se concentre tous au même endroit, à un moment donné, ça rentre plus. Donc masse, en fait, faut juste voir les choses différentes. Alors après, il y a un truc chez l'être humain, c'est d'être près de l'eau. Tu vois, tu veux toujours voir la mer. Mais moi, je t'ai posé la question tout à l'heure. Tu me disais que tu habitais en Bretagne. Je te demandais si tu voyais la mer de chez toi. Tu vois, donc il y a vraiment. Il y a vraiment une histoire de proximité avec l'eau, donc mais il y a des lacs en montagne, tu vois. Oui. Bien sûr, il y a des rivières, des cascades. C'est juste magnifique. Donc, faut sortir un peu des clichés Instagram qu'on voit. Je suis plutôt à la recherche de la solitude que de l'eau. On est bien d'accord. Et au mois d'août, en van dans les Landes, t'auras pas beaucoup de solitude. Impossible. Ça va être un peu dommage. Par contre, si tu te recules un peu et que tu vas un peu plus dans les terres. Et là, tu vas retrouver de la solitude et c'est ça qui est cool sur le van. Depuis le Covid, il y a aussi cet effet de liberté entre guillemets avec le télétravail, beaucoup de freelance, on en côtoie beaucoup. Mais en fait, la problématique, c'est aussi quand tu as des enfants. Quand tu as les enfants, alors c'est bien d'avoir un fourgon, mais en fait, tu peux pas partir le mardi quand tu veux potentiellement. Il faut attendre les congés, attendre le week-end, il faut attendre les vacances, et c'est là où il y a un effet un peu plus groupé, quoi. Oui, c'est sûr qu'on est clairement contraint par ça c'est certain. Alors après, il y a quand même des belles initiatives qui se font autour de ces territoires justement, avec des sites ou des apps comme Évasion par exemple, qui va faire un peu le Airbnb du terrain, tu vois, du jardin. Oui. En gros, ça va être eux par exemple, ils se concentrent sur des terrains d'exception. Donc c'est-à-dire vraiment un beau terrain avec un beau panorama, un endroit où tu as envie d'aller, où tu as envie de te poser en van. C'est ça qui est contre-intuitif. On se dit que alors on loue ou on s'achète un beau van. Ouais. On se dit c'est un outil de liberté, on n'a rien besoin de réserver et en fait si. Parce que si tu veux être au bord de la mer au mois d'août, on est obligé. On est 7 milliards sur Terre. Il y a un moment, c'est normal. Tout le monde veut faire pareil, c'est normal que ça marche pas. C'est des raisonnements et des habitudes à prendre. Ça a un prix. Si tu veux aller au même endroit que tout le monde au même moment,
et que tu veux avoir la meilleure place, bah ça se paye. C'est comme tout. Et sinon, tu restes en Auvergne et c'est très bien. Et ce sera magnifique. Et c'est parfait. Plateau des Mille Vaches, magnifique. Moi, j'ai découvert des endroits en van où je ne serais pas forcément allé. Où en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'y suis pas allé avant? Mais vraiment. Et pas très loin de Lyon. Tu vois. Oui. Donc, la France est quand même très, très magnifique. On a vraiment de la chance. Et diversifiée. Ouais, tout à fait. Et puis le van l'hiver, en montagne, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment top parce que typiquement pour moi qui suis un gros fan de sport de glisse, tu veux te faire un week-end ou plus au ski, en fait tu vas changer de station tous les jours, t'es pas contraint par l'hébergeur qui va te dire non, c'est samedi. T'es pas contraint par le prix aussi parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher les vannes en hiver déjà qu'en été, mais je veux dire qu'un hôtel en station, que les stations elles sont quand même pas trop mal équipées et puis en fait pour les douches et pour te mettre au chaud, t'as toujours un espace aqualudique dans les stations et tu vas te détendre après le ski et tu vois, et c'est hyper bien. Ça c'est déjà un premier acte. Sécher, et puis pendant ce temps tu vas à la piscine et tu te mets au chaud et t'as le chauffage dans les vannes, donc c'est ok en fait, ça marche très bien. Et le ski safari, ça on l'avait vraiment en tête dès le début, tu vois, quand on a monté Black Sheep, on se disait mais il faut vraiment qu'on fasse des partenariats avec les remontées mécaniques. T'avais des cartes comme Holy Ski à l'époque où t'avais accès à différents domaines skiables, tu vois. Et là on se dit mais il faut vraiment faire des itinéraires là-dedans, il faut vraiment que les gens y pratiquent ça. Et là ça se met en place, ça fait plaisir. Nous on a inventé un petit événement qui s'appelle le Chasing Podder il y a quelques années maintenant, et en fait tous les ans on part avec des potes plusieurs jours et on va là où il y a de la neige. C'est-à-dire que la veille du départ on sait pas où on va, on se met d'accord. Combien de vannes? On sait d'accord combien de temps, on sait combien de temps on part, mais on sait pas où. On est parti jusqu'à 8 vannes, donc ça dépend des dispos de chacun. 8 x 3. 8 x 3. Ouais, parce que 3 t'es déjà bien serré avec le matos de ski et tout. C'est un sacré chantier dans le van. Mais ouais, non. Et du coup, c'est ce qui est top. Là, c'est vraiment l'aventure. Tu vois, tu vas découvrir des nouvelles vallées, des nouvelles stations, des nouveaux coins pour la rando, des trucs que tu as toujours rêvé de faire. Et t'es pas contraint par la réservation que tu as pris 6 mois en amont ou 3 mois en amont à te dire maintenant il fait pas beau, il y a pas de neige, mais je suis quand même obligé d'y aller. Tu vois, donc. Et puis il n'y a pas ce problème de foule encore. Ouais, c'est sûr. donc la van life l'hiver, c'est vraiment canon pour ça. C'est que là, tu retrouves vraiment la liberté que tu as imaginée dans le van. Et l'aventure. Ouais, complètement. Autre axe dans la communication, moi j'ai découvert Black Sheep grâce à François Dane. Ouais. Donc vous avez des ambassadeurs. Tout à fait. Ça s'est mis en place comment ça ? Ça s'est mis en place avec François. Ça s'est mis en place avec François, en fait, qui est un très bon copain de copains. Enfin, ils ont un copain en commun avec Sylvain, avec mon associé. Ok. Et donc, ils ont fait une soirée ensemble à un mariage du copain en question. Et ils ont sympathisé, ils ont fait un bel apéro et ils ont sympathisé. Et puis après, Sylvain m'en parle et il me dit, alors à l'époque, il n'avait pas encore gagné tout donc François Dane, qu'il a gagné déjà. François, Ultra Trailer. Ultra Trailer de grand talent. Tout à fait. Et aussi jusqu'à dernièrement viticulteur. Ouais, absolument. Ouais, tout à fait, dans le Beaujolais. Et puis en fait, on s'est rencontrés. Enfin, moi, je le connaissais pas du coup, donc on a sympathisé et puis on lui a proposé de représenter la marque, de lui mettre un van à dispo pour qu'il représente la marque, parce qu'en fait, il avait des valeurs qui collaient bien avec les nôtres, notamment sur le goût de l'effort, sur le goût du challenge et tout, et ça collait bien avec Black Sheep, et puis ça nous permettait aussi d'ancrer la marque, dans l'ADN de l'outdoor, tu vois. Donc on a commencé avec François, et puis après on s'est dit il faut couvrir d'autres sports, donc escalade. On a Julia Chanourdi en escalade qui est très impressionnante. On a Victor Delru en snowboard freeride. Bon, ça c'était un peu un rêve
Là, c'est vous qui l'avez approché. Ouais, complètement. Ouais. Coucou. On a essayé avec Xavier qui nous a renvoyé vers son petit frère. Xavier qui était chez Audi à l'époque et puis qui avait pas forcément de besoin. Par contre, il a pensé à son petit frère, c'était sympa. Et donc Victor qui est un jeune papa aussi qui cartonne bien en snow. Et puis JB Chandelier aussi qui lui fait du parapente et qui est un super personnage qui produit énormément. Donc voilà, ouais. Donc on a eu aussi des surfeurs, on a eu après ponctuellement des cyclistes, on a eu beaucoup. Ou en tout cas. Mais voilà, là tout dépend ceux que j'ai cités, c'est les gens avec qui on a engagé une démarche un peu plus long terme. Super. Parce que les valeurs collent et puis parce que ça nous fait plaisir aussi. Quels ont été les grosses galères, les moments de grande tension, des nuits blanches. Est-ce que tu t'en rappelles un peu de tout ça? Même si on est optimiste et on oublie tout ça. Ouais, on oublie tout ça et puis comme on faisait les choses avec beaucoup d'insouciance, c'est vrai que on n'est pas d'un naturel très très stressé. Donc non, des grosses galères. À part au début quand on n'avait pas de rond pour lancer une activité capitalistique où là vraiment tu te dis on va vraiment avoir un gros problème maintenant qu'on a quitté nos boulots. Il va quand même falloir qu'on trouve des solutions. Mais bon, après t'es tellement excité par la dynamique, par le lancement de la boîte que du coup c'est ok. Non, les gros coups, les grosses pressions, ce serait plutôt les gros trucs où j'ai mal dormi. C'est plutôt l'accident en Amérique du Sud dont on a parlé tout à l'heure. Okay. Non, après, en gros, t'as les igloos. Les igloos, ça a été chantier parce que comme on était incroyablement soumis à la météo, t'attends toujours la dernière minute pour voir si ça va passer. Et là, c'est très sport. Là, c'est très, très sport. Faut être très parce que tu te retrouves en fait à terminer les igloos 2 heures avant que les clients arrivent. Et t'as 40 clients qui débarquent. Et le matin même, en fait, c'est un chantier, quoi. Tu peux pas recevoir des gens là-dedans. Et là, du coup, là, c'est la panique. Là, t'es crevé, tu cours partout. Ça fait 3 semaines que tu dors pas beaucoup. Tu tiens à peine debout. Et show must go on, quoi. Tu vois, on se disait, il faut que ça sorte. Ce soir, il y a des clients. Il faut qu'ils aient quelque chose. Ça se passait toujours très bien. Mais c'était. Il y a jamais eu de loupé où les gens sont arrivés en mode désolé, en fait, on peut pas vous recevoir. Tu vois, c'est jamais arrivé. Mais là, ça mettait des gros coups de pression. Et tu pouvais être tranquille que plus le groupe était gros, plus on avait une grosse merde avant. Tu vois, t'as un groupe de 80 qui débarque pour dîner, d'une grosse boîte type Orange, tu vois, où t'as que des 4 sup et tout, qui viennent vivre une expérience en igloo. Tu peux être sûr que c'est un jour où il va y avoir une tempête de dingue, que tu vas tanker la motoneige, que tu vas galérer pour la démarrer, que tu vas la tanker, que tu vas mettre 3 heures à pelleter pour la sortir, que tu vas perdre la moitié de la bouffe, que tu vas péter de la vaisselle, que tu vas... Tout. Que tu vas oublier le repas spécial parce que comme tu as eu toutes ces merdes avant, tu as oublié qu'il y avait un repas végétarien, donc tu cours au resto de la station, tu voles sur ta motoneige pour retourner à la station, choper un plat chez un pote restaurateur qui te dépanne. Enfin, voilà, c'était éteindre l'incendie tout le temps. Surtout quand t'es pas du métier. Bon, au bout de 8 ans d'igloo, on commençait quand même à avoir des bons réflexes, à être rodé, mais c'était tellement compliqué d'appréhender tout ce qui pouvait nous tomber dessus aux igloos. Tu sers du vin, le vin à geler. Enfin, tu vois, c'est tout le temps ça. Tout le temps, tu vends enfin cette bouteille haut de gamme que tu as payé un peu cher. Tu arrives enfin à la placer et tu la sors. Elle est congelée. Tu es au-dessus du feu à la tenir pour la. Tu vois, c'est ça tout le temps. Tu vois, donc c'est. Donc, dès qu'il y avait un groupe, on était là. Qu'est-ce que ça va être comme merde cette fois-ci? Mais après, voilà, ça t'apprend aussi. Tu vois, notre métier, il a vachement évolué des débuts avec Sylvain où on faisait tout, à aujourd'hui où on gère des équipes. Les problèmes qu'on rencontrait à l'époque sont à 10 km de ceux qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, en presque 12 ans, j'ai vu mon métier évoluer de fou et c'est passionnant et c'est ce qui te donne envie d'en faire toujours plus et de grandir toujours plus, de toujours développer ta boîte. C'est que tu apprends tout le temps des nouvelles choses, tu vois. C'est sans fin. Ouais, voilà, c'est sans fin. Et si tu te dis qu'il n'y a rien d'impossible, en fait, ouais, tu vois, tu vas toujours apprendre des nouveaux métiers et ça c'est passionnant. C'est passionnant. Et justement, donc aujourd'hui, il y a combien
de collaborateurs dans l'équipe? Là, on est 25 Okay. en saison, donc il y a des saisonniers, mais voilà, en gros, on est une vingtaine, si tu veux, à l'année. Et ouais, 25-26 pendant l'été. Quels ont été je sais pas, est-ce qu'il y a des rituels? Je pense que la marque est forte, donc à l'intérieur, la cohésion d'équipe doit être importante. Le meilleur achat qu'on ait fait, c'est un baby-foot. Donc c'est pas du chiquet quand on dit que dans les startups il faut un baby-foot. C'est hyper important. Moi, je me dis toujours, c'est cool, tu vois, d'emmener tes clients, de les accompagner, de leur faire vivre ta passion, c'est génial. Mais il faut que les mecs avec qui tu bosses, il faut qu'ils partagent tes valeurs. Donc en fait, assez vite, nous, on s'est rendu compte que nos valeurs, fallait les mettre à plat. Et il fallait les présenter, et il fallait faire en sorte que tout ce que tu fais au quotidien, dans tes décisions du quotidien, tu en tiennes compte. Tu vois, tu prends l'engagement 1% pour la planète, qui a un aboutissement en fait ok, je me rends compte que j'ai une mission sociale, environnementale avec mon entreprise, que en fait déjà moi personnellement je peux faire bouger les choses, mais qu'au travers de ma boîte, en fait ma boîte c'est un outil pour aider à sauver la planète. Tu vois, une fois que tu t'es dit ça, en fait, tu te dis, il faut que je mette à plat mes valeurs, et que tout ce que je fasse, ce soit dans cette continuité-là. Et du coup, le 1%, c'est pareil. Tu te dis, ok, je loue des véhicules diesel, les gens y roulent pour aller en vacances, c'est pas l'idéal. On est bien d'accord. On est bien d'accord que on a une contrainte économique qui est qu'on doit faire une rotation de véhicules assez régulière, que donc on fait tourner les usines de fabrication de véhicules. On a parfaitement conscience de ça, et c'est pas l'idéal. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour le compenser, et puis qu'est-ce qu'on a en face, surtout c'est quoi les autres options? Oui. Parce qu'en fait, si on se dit tout ce qu'on fait c'est nul, dans ce cas-là on reste dans son canapé, puis on arrête de manger, on arrête de s'habiller, et puis c'est plié. Et on vit plus. Mais ça marche pas. Voilà. Donc l'être humain a besoin d'évoluer. Donc comment nous on évolue, comment on grandit avec ces contraintes-là, déjà on va commencer par regarder quelles sont les différentes options pour les gens, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. De toute façon, ton client, s'il veut aller en Bretagne, s'il part de Lyon et qu'il va aller en Bretagne, il va rouler. Il va y aller en bagnole avec sa famille. Peut-être qu'il ira en train, mais bon, il y a quand même de plus grandes chances qu'il y aille en voiture. Donc de toute façon, heureusement, j'étais tout seul. Ouais, voilà, tu vois. Mais ça se fait beaucoup. Il y en a plein qui le font. Tu vois, c'est pas infaisable. Et tant mieux. De plus en plus. Hein. Et de plus en plus. Bientôt, il y aura le train de nuit aussi. Le train de nuit, moi je rêve du train de nuit Lyon-Hendaye. S'il y a quelqu'un qui m'entend là-dessus, je vous en supplie, faites-le, le Lyon-Hendaye, pour que j'aille surfer le week-end avec mes enfants. J'en rêve. Mais dans toute façon, tu vas te déplacer, donc que tu le fasses en van ou en voiture, à la fin, tu vas le cramer ton carburant. Donc voilà, faut aussi être conscient de ça. Et moi, je préfère que le client, il aille découvrir l'à côté de chez lui avec un van qui soit vraiment au contact de la nature, dans un environnement familial, tu vois, de proximité, plutôt qu'il aille en Tunisie dans un club où il a pris un charter pour y aller, et qui va mettre ses enfants à la garderie et qui va pas les voir de la semaine. Et tu vois, je trouve que même si c'est cool de passer du temps juste avec sa femme et de mettre les enfants et d'être tranquille avec les enfants, on est bien d'accord, mais pour autant, voilà, quand tu regardes un peu c'est quoi le tourisme aujourd'hui, et il y a plein d'acteurs qui font des trucs super, hein, c'est vraiment en train de bouger beaucoup et très fort, et tant mieux, mais voilà, même si on vend l'usage de véhicules diesel, je pense que c'est quand même assez vertueux ce qu'on essaie de faire par rapport. Moi, je couple un petit peu van life. Je le rapproche en tout cas dans mon état d'esprit par slow life aussi. On n'est pas obligé de prendre le van et de traverser les 1000 km de la France à 150 parce que ça roule bien, c'est parfait. On peut aussi juste faire ces 100 km de village en village pour les départementales. Et c'est déjà le début de l'aventure en fait. À partir du moment où on est assis dans le van, le voyage a commencé. C'est pas à la destination que ça commence. On a fait un trip en Islande avec Sylvain il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, oui, maintenant ça commence à faire longtemps. On est parti avec des copains en bateau. On a fait une semaine de ces bateaux et ski.
Et après, on a fait une semaine juste avec Sylvain où on avait chopé un 4x4 à un copain qui avait une agence là-haut. Et on a fait un tour de l'île en fait en 4x4 et on allait randonner là où on voulait. Au final, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres et sur une île, t'es contraint. Ouais, oui. Et tu te dis pas, en fait, c'est tout petit, j'ai rien vu, je vais rien voir. En fait, tu te rends compte que sur un petit territoire, où qu'il soit, il y a plein de choses à faire et qu'en fait, ta semaine de vacances, elle est largement remplie. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller loin, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Mais c'est juste, en fait, la destination que tu te donnes. Est-ce que tu te donnes, je me visite une région ou je me visite un pays? On a vu, souvent des Australiens se pointer chez nous et prendre un van pour 2 semaines et les gars, ils font le tour de la France. Après, en Australie, c'est d'autres mesures. Eh et oui. tu vois, n'empêche, tu leur dis, mais en fait, là, si vous étiez resté rien qu'en Rhône-Alpes, Vous auriez mais après, les comportements changent aussi. moins Tu vois, les comportements changent aussi. passer moins de temps sur la route, c'est aussi bien. Mais on est bien d'accord que la mobilité, c'est un sujet clairement énergétique qui fait que là, aujourd'hui, on est au diesel, mais demain, en véhicule électrique. Là, on a des véhicules électriques qui arrivent cette année sur le parc. En fait, ce qui va être hyper intéressant, c'est que les gens vont être contraints par l'électricité. Ouais. Que même si tu as 400 km d'autonomie sur un véhicule, n'empêche que la recharge, ça prend du temps. Donc en fait, et puis il faut trouver de la recharge en pleine nature, il n'y a pas beaucoup de prises électriques. Donc tu vas quand même devoir composer un peu et optimiser. Faut s'adapter, ouais, tout ça. Vous avez déjà les là, premiers en mars, on aura des véhicules. Okay. Ouais. Okay. Donc pour la saison, là, on va avoir une flotte de véhicules électriques. Combien On va en avoir 8 sur toutes les agences là réparties. Ouais. Top. Ça va évidemment se démocratiser. Moi, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Après, il n'y avait pas vraiment de véhicules qui étaient adaptés. Ouais. Mais voilà. C'est Volkswagen qui fait ça? Là, on sera avec Volkswagen. Là, l'ID Buzz, ouais. ID Buzz, ok. Là, en fait, ce qui est super intéressant pour nous, l'exercice, c'est vraiment de contraindre les gens à un espace plus réduit, tu vois. Moi, ça fait... on a été hyper allergique pendant très très longtemps à proposer du kilométrage illimité sur nos locations parce qu'en fait, on voulait pas inciter les gens à partir loin, tu vois, à tout prix. Mais là, ce qui est top avec l'électrique, c'est qu'ils n'auront plus le choix. Et moi, je trouve ça cool. C'est parfait, ça me fait une belle transition. Je voulais un petit peu explorer le futur. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un 4x4. Je me dis aussi, est-ce que vous avez la possibilité de proposer, on voit plein de 4x4 équipés, tente de toit, un petit peu outdoor, plus tout très terrain, baroude. très baroude. Est-ce que c'est un... On l'a essayé. Tu vois, on l'a essayé. Vous en avez essayé. Le constat, il est que on avait des 4x4 avec une cellule, tu sais. Oui. Un pick-up avec une cellule. Ouais, c'est ça, pick-up cellule. Et en fait, le constat, il est que c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les mecs qui abattent des arbres pour faire des feux. En fait, on met un outil. Les clients, si tu veux, on leur file un outil dont ils savent pas se servir. Et potentiellement, en fait, ils vont juste aller dans une prairie la labourer avec le 4x4, alors qu'en fait, si tu leur filais un van, ils seraient restés sur la route. Et en fait, au final, tu fais plus de mal que de bien parce que les mecs connaissent pas les codes. Un mec qui a son 4x4, qui fait du 4x4 depuis toujours, il va être vigilant à ça, il va prendre des chemins carrossables, il sait qu'il y a des itinéraires où il peut aller, il sait qu'il y a des endroits où il faut pas aller, il sait qu'il va pas traverser la forêt en abattant des buissons. Un mec qui sait pas faire, un mec qui est novice, nous on a nos clients, c'est majoritairement des newers, c'est des gens qui ont jamais fait de van, tu vois, qui sont pas du tout habitués à ça pour beaucoup. Et du coup, en fait, le mec il part, il te demande comment on fait pour allumer le barbecue. Enfin, tu vois, il y en a qui n'ont jamais vécu dehors. Du coup, tout est. Ils sont pas forcément, ils ont jamais fait de bateau. Enfin, tu vois, donc même l'espace restreint, ils découvrent tout. Et c'est ce qui est top parce qu'ils sont curieux, donc c'est très positif. Mais aussi, sans le savoir, sans en avoir conscience, je les blâme pas du tout, mais sans en avoir conscience, ils peuvent faire des bêtises. Et en fait, on s'est rendu compte que le 4x4, c'était pas du tout le bon plan. Parce donc que là, t'incites les gens à aller faire une seule saison. On a fait 2-3 saisons avec, on a vu les comportements des gens. Et puis, tu avais aussi des gens qui se disaient je vais en Norvège, il va y avoir de la neige, il me faut un gros pick-up. Ah non, c'est bon, tu as des pneus neige, tu mets des chaînes et tu peux faire la Norvège, il n'y a pas de souci. Tu vois, en hiver, ça marche. T'as pas... En fait, les gens sont parfois dans un imaginaire aussi. Sur-optimisation, sur-confort. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément un besoin. Donc voilà.
Et puis voilà, l'image du 4x4 collait pas forcément aussi beaucoup. Par contre, moi j'ai eu la chance l'été dernier de pouvoir laisser mes 3 enfants à ma femme quelques jours. Et du coup, je suis parti de la maison de Lyon, je suis parti en vélo à Nice. Ok. 3 jours en vélo. Super. Je suis parti tout seul, c'est vraiment un truc. Alors moi, j'ai fait de l'ultra trail, du trail. Enfin voilà, je suis habitué à faire des grandes distances et à me mettre au taquet comme ça. Mais en fait, ce que j'ai adoré sur ce voyage à vélo, de le faire tout seul en autonomie avec ma tente, ma bouffe, j'avais tout sur le vélo, donc vraiment en autonomie. Et ben c'est la diversité de paysages que j'ai vu sur ces 3 jours. Ouais. C'était incroyable. J'ai vraiment adoré ça. Et là, même constat que plusieurs années auparavant, quand je racontais mes vacances au van, j'avais pas mal de potes qui m'ont suivi, tu vois, sur les réseaux et tout, je publiais un petit peu, et qui m'ont dit mais c'est ouf ce que t'as fait, j'adorerais faire ça, mais c'est incroyable. Alors, je me suis mis le truc par le col de la Bonnette et tout, t'as des itinéraires qui sont beaucoup plus simples. Oui. Mais voilà, en tout cas, l'idée de fond, elle est là, et du coup, ça fait que nous, cet été, on va proposer de la location de vélos de voyage. Ok. Du gravel, des voilà, choses comme ça, avec les sacoches. Équipés, en fait, avec l'idée de pouvoir proposer aux gens tu vois le même genre d'expérience. Alors chacun fera son niveau. Pareil, vélo électrique. Pas obligé de faire 300 bornes par jour. Mais il y aura du vélo électrique aussi. Bah ouais, tu auras les deux. Mais l'idée en fait c'est tu vois de pouvoir proposer de prendre encore plus le temps qu'en van pour ceux qui sont les plus courageux, parce qu'on a bien conscience que c'est encore un cran en dessous en termes de confort et de facilité d'équipement, voilà, ouais, mais de facilité énormément pour les gens. Effectivement et tu vois, en fait, je suis sûr que même toi, si tu fais l'exercice de te dire t'as forcément un truc en tête, partir de chez toi et aller quelque part, tu vois. Quand t'en parles avec les copains, ils te disent ah oui, moi je rêve de partir de chez moi et puis aller à la maison de mon grand-père, je me vois trop arriver là-bas, toujours machin. La famille, tu vois, t'as toujours un truc comme ça qui revient, la région d'origine, c'est ça. Moi ça serait aller en Italie, tu vois. Italie, tu vois, du Nord. voilà, canon, ça se fait, hein. Et puis après, tu peux alterner aussi. Tu peux te dire, les sections les moins intéressantes, je les fais en train. Et puis celles qui me font le plus envie, je les fais à vélo. Tu vois, et tu peux mixer comme ça. On n'est pas obligé de se faire tout en tente aussi, de temps en temps. Carrément, tu te fais une petite nuit à l'hôtel. J'écoute beaucoup le podcast Ultra Talk. Tu le connais, hein, Arnaud Manzanini. Ouais, j'en ai déjà écouté. Ils sont très, 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 très bons. Et lui, bon, il sait faire du voyage en vélo, mais il faisait pas encore en gravel, en mode bikepacking. Ouais, d'accord. Lui, c'est un athlète, donc il fait ses 200 kills, 250, 300 kills dans la journée. Il dort à l'hôtel. Il a raison, c'est bien aussi. Il a raison, et du coup, il voyage très, très confortablement, léger, mais il arrive à traverser la France en 15 jours. Quoi. Il fait le tour de France en 15 jours. Et je trouve ça hyper intéressant, encore une fois, de tu vois, fournir l'outil aux gens pour rendre le truc accessible. Parce que tu vas pas acheter un gravel juste pour faire une fois, tu vois. Bah oui. Et pour autant, tu as envie de le faire. Ou faire une traversée de massif avec les potes. Tu vois, tiens, on ferait bien la traversée des Pyrénées. Machin, t'en parles pendant 10 ans avec les potes et tu le fais jamais parce qu'en fait, juste, on te l'a jamais proposé. Enfin, on t'a jamais proposé le vélo. Et là, c'est qui le partenaire c'est quelle marque de vélo Là, sur cette année, on va travailler avec Scott. Ok. Donc, et vous en prenez combien du coup sur toute la France? On va avoir 25 vélos. Ok. Au départ des agences de Rhône-Alpes pour l'instant. Tester Rhône-Alpes. Ouais, ça fait déjà un test. Ils sont pas donnés les vélos. Bah oui, c'est pour ça. Je me dis, c'est encore capitalistique dans tous les cas. Ouais, alors ça beaucoup moins que les vannes quand même, tu vois. Avec 25 vélos, tu payes un van à peu près, quoi. Donc ouais, non, c'est sûr que c'est pas les mêmes ratios. Donc et le tarif, par exemple, si on peut avoir un ordre d'idée. Ouais, alors ça va dépendre vraiment du vélo parce que tu as des grosses disparités s'il est électrique, s'il est pas électrique, mais en gros, voilà, il faut que tu te dises c'est 50 € par jour. Ok. Voilà, avec un vélo tout équipé, la baguette. Et un van, c'est plutôt 100. Un van, t'es plutôt à un California en été, t'es à période comparable, t'es à 180 par jour. Ok. Donc bon, c'est quand même. Vive le vélo. Vive le vélo. Mais c'est bien aussi, tu vois, de pouvoir proposer aux gens une alternative qui t'oblige à prendre ton temps. Mais c'est génial. Ça, j'allais peut-être pas te poser la question ou Et ça reste entre nous. Hein.
Bah là, tu sais, rien ne sortira de ça. Évidemment, évidemment. Génial. Les autres enjeux, les autres Et ben, axes stratégiques. Voilà, là. donc ça, c'est en fait, nous, on a envie de se placer sur de la mobilité qui soit pas trop énergivore, enfin, tu vois, dans la mesure du possible. Donc, si tu es sur un véhicule, bah, c'est plutôt inciter les gens à partir pas trop loin ou à être aussi présent sur des territoires, tu vois, et du coup, où le client peut aller en train, par exemple. C'est intéressant pour nous d'augmenter notre maillage en Europe, de façon à ce que si demain j'ai un client qui veut faire l'Autriche, et ben il aille en train, tu vois, limite en Autriche, et qu'il prenne son van là-bas pour faire ses vacances plutôt que de partir de Bretagne et traverser toute l'Europe pour aller en Autriche. Tu vois, donc ça peut être des réflexions comme ça. Ça va être du coup dans la continuité du truc le vélo qu'on a en tête depuis pas mal d'années, tu vois, et là on se dit qu'il faut le faire. Et puis évidemment les territoires, donc mieux travailler davantage avec les territoires, les offices de tourisme, les CRT, enfin toutes ces instances là en fait qui vont promouvoir déjà, mais aussi celles qui vont réguler, tu vois, le trafic sur les territoires, sur l'ONF. Et en fait, je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire avec par exemple l'ONF, tu vois, sur des espaces dans les forêts qui pourraient être optimisés pour l'accueil de vannes. En fait, si on propose des espaces qui sont intéressants aux vanlifers, ils iront moins en fait, c'est ailleurs. OK, et ils n'auront pas besoin de s'entasser. En fait, là aujourd'hui, ils vont au mieux, mais faute de choix, tu vois. Donc en ils fait, suivent les petits copains parce qu'ils ont. Ils suivent les copains parce que en fait, il y a rien qui existe, parce que quand t'es vanlifer, t'as pas envie d'aller au camping. T'as pas envie d'aller au camping tel qu'on l'imagine, donc c'est-à-dire avec la danse de la tangue le soir et être les uns sur les autres derrière éventuellement une haie, dans le meilleur des cas. T'as envie d'un camping qui va être un peu plus nature. Utopia par exemple le fait très bien, tu vois. Utopia, je sais qu'ils avaient la volonté pendant un moment de développer des espaces pour les vanlifers, donc t'as aussi un côté un peu communautaire, tu vois, qu'il faudrait travailler. Et si tu offres des espaces comme ça, eh ben, tu auras moins de trucs sauvages qui se passeront, et du coup moins de friction avec les gens qui habitent dans ces territoires, justement. Vous arrivez à fidéliser. Tout à l'heure, tu me parlais un petit peu plus de cette accessibilité, ce côté débutant. Est-ce qu'il y en a qui régulièrement louent un van, ou en fait, au bout d'un moment, ils se disent, bon, j'en achète un? Ouais, bah ouais. C'est ça. Non, en fait, alors déjà, faut avoir la possibilité de le stocker, ton van, tu vois. Si tu habites dans Lyon, que t'as pas de garage, le van, ça peut être un peu la loose, quoi, tu vois. Et puis au quotidien, si c'est alors c'est beaucoup utilisé en deuxième voiture ou en voiture familiale, tu vois. Moi, par exemple, c'est ma voiture familiale, le van. Donc t'as 3 enfants. Ouais, j'ai 3 enfants. Il faut les ranger, et puis on fait tous des sports outdoor, donc il faut emmener le matos aussi, tu vois. Donc ça, c'est un peu le chantier dès qu'on bouge. Mais en tout cas, le van, il faut pouvoir le ranger quelque part. Donc en ça, la location, elle fait carrément du sens. Puis c'est un investissement aussi. Enfin, tu vois, il faut être capable d'immobiliser les fonds. Donc, mais après, t'as des gens qui louent du coup régulièrement, plusieurs fois, et qui vont partir une fois avec les copains, une fois en couple ou en famille. Tu vois, tu les revois. Souvent, tu revois les mêmes clients dans des configurations différentes. Et du coup, les projets sont différents. Et puis, tu as aussi ceux où la nana ou le mec est pas du tout envie de faire du van. Et du coup, ils vont partir entre potes. On a aussi des grands-parents avec les petits-enfants, tu vois, des fois qui partent. Ça, c'est génial. En général, c'est ceux qui reviennent avec les étoiles dans les yeux en disant j'ai enfin réussi à faire déconnecter mon petit-fils du téléphone. Il s'est intéressé à autre chose. C'est ça. Ouais, on a appris plein de choses dans la nature. C'était trop bien. Et puis, tu vois, on a rationalisé l'eau. Tu vois, tu as plein de trucs que tu apprends, et je pense que les vacances, c'est un bon moment, tu sais, aussi pour changer les comportements, pour éduquer. Donc voilà, c'est des gens qui reviennent. On prend pas une douche tous les jours, quoi. Voilà, exactement, il n'y a pas forcément besoin. Et tout va bien. et on reste en vie quand même, et ça marche. Et donc ouais, non, t'as pas mal de gens qui qui reviennent. Mais effectivement, au bout d'un moment, le mec se dit bon, il faut l'acheter maintenant. Je voulais revenir aussi sur donc votre association.
Est-ce qu'il y a des rituels, une organisation, une communication, des choses qui ont été mises en place pour justement que cette amitié ne soit jamais, on espère, gâchée ou qu'il y ait un grain de sable qui vienne par l'association. Est-ce que c'est juste naturel parce que en fait vous crapahutez régulièrement et ça fait des séminaires d'associés Moi j'ai ouais, c'est ça. Ouais, le mot séminaire, on l'a séminaire juste Sylvain et moi, on l'a bien en tête. Alors effectivement, tu as raison, c'est un sujet quand on s'associe avec quelqu'un, est-ce que dans le temps ça va être durable. Moi on a eu beaucoup entendu au début des gens nous dire mais jamais il faut s'associer avec un pote, c'est une grosse connerie. Ça on l'a beaucoup Moi, entendu. ça je réponds 80% des entreprises au monde sont des business family. Ah ouais? Ah bah tu vois. Ouais. Oncle, cousin, Je père, pensais pas que c'était fils, autant. 80% dans le c'est monde énorme. entier. C'est énorme. Ok. Bah comme quoi. Donc c'est au final la Alors majorité. c'est vrai que moi je passe quand même plus de temps avec Sylvain qu'avec ma femme, Bah oui. clairement. Oui. Sur une journée, c'est sûr que si tu retires le temps de sommeil, oui, je passe clairement plus de temps avec Sylvain. Nous, on a la chance avec Sylvain d'être très complémentaires. Et puis aussi de partager la même passion, enfin les mêmes passions. Du coup, ça fait que tu as raison, on passe beaucoup de temps ensemble en montagne, notamment l'hiver quand il y a de la puff. Et du coup, c'est ces moments aussi qui font que qu'on reste proche et qu'on partage pas juste des trucs chiants du boulot, quoi. Enfin, tu vois, même si on s'éclate, des fois, tu as des sujets qui sont un peu relous à gérer. On échange beaucoup, on est dans le même bureau, on échange énormément tout au long de la journée sur tous les sujets. Donc on n'a pas beaucoup cloisonné. En vrai, on prend les décisions, presque toutes les décisions, toujours ensemble, tous les deux. Donc on bosse vraiment en binôme, on bosse vraiment, tu vois, en cordée. En fait, C'est une cordée. ouais, c'est vraiment le mot qui me vient. Tu vois, je pense que ce qu'on a vécu en montagne avant, parce qu'on en a eu des galères en montagne aussi, tu vois, avant l'Argentine, on a quand même fait, enfin l'Amérique du Sud, on a quand même fait pas mal de choses en montagne, et on en a connu des galères, tu vois, et pour autant. On a toujours envie et ça marche hyper bien. Et tu vois, dimanche soir prochain, là, on va bivouaquer dans le Vercors tous les deux. On va partir juste en ski de rando, on va se faire la nuit, faire une micro rando, faire la nuit en bivouac et puis après redescendre vite au bureau. Mais ouais, on partage toujours ça et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Et ouais, c'est la famille, quoi, clairement. Ouais. Donc il n'y a jamais eu, en fait, il y a des prises de tête comme tu peux te prendre la tête avec ta meuf, tu vois, ouais. ce qui est normal. Mais après, de toute façon, on sait qu'on a besoin l'un de l'autre. Donc, dans tous les cas, tu te mets d'accord, tu mets les choses à plat et puis voilà. De toute façon, chacun expose. On a la chance d'avoir la même vision long terme, tu vois, d'avoir les mêmes envies à long terme. Il n'y a pas de non-dit. On sait vers où on veut aller. On a les mêmes envies. Sylvain a eu son 3e là il y a un mois, tu vois. Donc on a à peu près les mêmes vies. C'est important aussi, tu vois, mine de rien. Ça fait qu'on est raccord sur plein d'autres sujets en fait. Donc ouais, non, c'est ce qui fait que ça marche bien. Je pense qu'on peut parler d'âme sœur, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Ah, vous êtes vraiment très très bien trouvé. Ouais, carrément. Ça c'est très chouette. J'ai conscience de la chance que j'ai, ouais, c'est clair. Et du coup, dans l'organisation, si on zoome un petit peu sur ta semaine, donc j'imagine qu'il y a des temps évidemment famille, des temps outdoor ou du sport, de l'activité essentielle aussi. Et après, on va dire, est-ce que tu as des habitudes, des choses qui sont bien réglées? Ouais, sur les rituels un peu d'une semaine. Alors moi, j'essaie de venir à vélo au boulot déjà, sauf si j'ai une contrainte d'emmener quelque chose de volumineux ou de lourd ou de ramener un truc du bureau, je vais toujours en vélo. Je pose les enfants le matin à l'école, où tu vois, en tout cas, je pars en même temps qu'eux, en tout cas pas parce que le petit moment du petit déj, tu vois, c'est cool aussi de passer un peu de temps avec les enfants. Donc vélo, donc déjà ouais, vélo, boulot. Activité. Après, sur les moments phares un peu de la semaine,
On a une réunion avec toutes les équipes le jeudi matin, tu vois, qu'il Ok. faut pas manquer. Moi le mercredi, j'essaie quand même assez régulièrement de me libérer à minima l'après-midi pour faire des trucs avec les enfants. Mhm. Donc en hiver, ça peut être aller skier. En été, ça peut être aller faire de l'escalade. J'ai mon Clément là, le fils du milieu qui est taqué escalade. Donc tu vois, c'est cool de pouvoir partager aussi des moments comme ça. Ski sur Avec une eux, après-midi, vous allez où? Ouais, non, c'est sur la journée là. Je Ouais, je sur la pars en journée. fin de matinée. Ok. Et puis tu vas là dans l'Ain, déjà t'as déjà des stations à Ah, 1h30, 1h15, 1h30, Ouais. t'as déjà des premiers domaines skiables. Donc C'est vrai. donc c'est sûr que tu y arrives. C'est pas forcément le bilan carbone de la sortie est pas forcément idéal. Donc tu fais pas ça toutes les semaines, mais une fois de temps en temps quand tu peux, c'est cool. Ok. Et puis après. Après week-end, non, ouais, j'essaie le soir d'être aussi là pour les enfants, tu vois, donc j'essaie de rentrer pas trop tard. Ça, ma femme, Elle t'a bien moi, vissé. quand je suis dans le boulot, je peux bosser sans m'arrêter, donc c'est un peu Moi, Laura m'a vissé problème. là-dessus. Mais par contre, elle m'a très très bien vissé. Elle a très bien fait le boulot là-dessus. Ouais. Je la remercie aussi vraiment. Ça a été dur, on s'est pris la tête plusieurs fois là-dessus. Mais bon, moi aussi parce qu'elle bosse, tu vois, donc elle a besoin d'aide pour gérer les enfants parce qu'elle a aussi des Oui. journées bien remplies. Puis avec les déplacements et tout, ça elle aime bien quand elle est en déplacement parce que je gère tout à la maison du coup. Oui. Donc et ça me permet aussi, ça m'oblige à passer du temps avec les enfants et je suis content de le faire, tu vois, parce que je l'ai pas beaucoup fait avec mon père, donc je suis content de pouvoir le faire avec les enfants. Et ouais, non, ça c'est super important. Le tu soir, reposes le je soir rentre et après je rebosse, ouais. Je rentre au plus tard, tu vois, pour dîner avec les enfants. Et après, une fois qu'ils sont couchés, je me remets à bosser, ouais. Ouais. Ok. Ouais, comme ça. Et le week-end, t'arrives à couper? Ouais, le week-end, je coupe. Maintenant, je coupe. Ouais. Je suis full on parce que sinon tu fais plus rien. Ouais. Et est-ce que toi, t'es un peu plus... Vas-y. Et non, ouais, je disais, je sais plus, j'ai perdu. Non, Et est-ce que du coup, toi, t'es un peu plus, je sais pas si vous êtes répartis comme ça, mais sur l'extérieur, partenariat, financement, management. Ouais, alors on s'est un peu avec le temps et puis les missions prenant de l'importance, on s'est un peu réparti les missions. Moi, je vais gérer pas mal l'administratif, tu vois, notamment avec les salariés, tout ce qui est un petit peu obligatoire autour des RH, salariés, tout ça, voilà, ouais. toute la partie un peu RH, la partie compta qui en découle aussi, l'aspect FI et compta, voilà, c'est plutôt moi qui vais gérer ça. Je vais plutôt gérer aussi les équipes marketing, les équipes IT aussi sur tout ce qui est dev. Digital et tout, là c'est plutôt moi qui vais le gérer. Sylvain c'est un homme de terrain, il va plutôt être sur l'opérationnel, avec les commerciaux, avec l'équipe de production, la gestion du parc. Ok. Tu vois, c'est plutôt ces sujets-là. Donc ouais, voilà, on s'est un peu réparti comme ça, un peu naturellement. Et puis tu as aussi les affinités avec les équipes, en fait, avec le temps, tu vois, ça s'est fait voilà, assez naturellement. Génial. On a fait un super tour. Moi, j'ai adoré plonger dans cette aventure, qui en est une, qui en sera une encore longtemps. Bien sûr. Ça, c'est très, très chouette. Vraiment un grand merci, Edouard. Encore écoute, c'était avec plaisir. 3 petites questions. Ouais. Avec qui, aimerais-tu prendre un café, si tu pouvais, si tu avais l'opportunité? Tu vas te dire, évidemment, avec Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. J'adore le personnage. C'est incroyable ce qu'il a fait. D'abord, il a vécu de sa passion, tu vois. Et puis, il a monté sa boîte vraiment autour de sa passion parce qu'il lui manquait quelque chose, tu vois. Il lui manquait des outils. Et puis, il a fait les choses avec aussi une grande innocence. Et ça, c'est top, tu vois. Il n'a pas eu peur de se tromper. Il n'a pas eu peur de demander. Alors, en plus, c'est très américain comme façon de travailler, de monter sa boîte. Mais tu vois, quand j'ai lu son bouquin, là, Homme d'affaires malgré moi, j'ai trouvé que ce qui était hyper intéressant, c'était la façon dont tu as le sentiment au début qu'en fait, c'est hyper simple de monter une boîte. Tu vois, quand tu lis le truc, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est pas compliqué. En fait, tu mets juste les trucs les uns après les autres, tu fais les étapes, et puis en fait, c'est comme quand tu marches, quoi. Tu vois, il y a des trucs que tu vas mal faire. Tu vas tomber, tu te relèves et puis tu refais ou tu fais différemment et puis tu demandes surtout, c'est ce que j'arrête pas de dire aux enfants, quand tu sais pas, tu demandes. Il faut demander de l'aide. Tu vois, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi dans la boîte, c'est
il y a quelque chose que tu sais pas faire, bah il y a forcément quelqu'un autour de toi qui l'a déjà fait ou qui saura vers qui t'orienter pour le faire et tu demandes. Et puis c'est ok, ça va le faire, du coup ça va fonctionner. Mais par contre, si tu demandes pas et que tu te dis ah mais j'y arrive pas, c'est trop dur, mais si tu demandes pas de l'aide, bah, tu n'y arriveras jamais, c'est certain. Et en fait, il y a rien d'impossible, il y a rien d'infaisable. Du moment où tu es passé dans ce mode-là, et lui il le fait et après il rééquilibre. Et après quand il voit ouais, après, tu vois, il voit le business qui se développe à fond. Il se dit, attends, il y a aussi de l'humain, donc il faut faire en sorte que les gens ils se sentent bien dans le boulot. Ça, c'est une partie aussi qui lui prend énormément d'énergie, énormément de temps. Et tu vois, pour le vivre là, maintenant, bah ouais, clairement, ça prend énormément d'énergie et énormément de temps. Et en fait, t'as besoin de... Et il y a hyper croissance et juste croissance saine et raisonnée. Ouais. Ah, tu peux, hein. Là, nous, on a eu plein de propositions de rachat, d'investissement, de gens qui sont venus nous voir en disant on va faire exploser le Black Sheep, mais en fait non, mais c'est bon les gars, ça va se faire. On veut pas ça. Ça va se faire. Moi je préfère le faire en maîtrisant correctement, tu vois, plutôt que de brûler les étapes et de risquer de tout foutre par terre. Donc ouais, Yvon Chouinard, ouais, carrément. Puis là, les derniers trucs, le mec il a quand même donné sa boîte à l'humanité. Même si fiscalement ça reste intéressant aussi, mais n'empêche que il a quand même bien mis les épaules dans la pente sur ce coup-là. Ouais. Oui, il s'est engagé. Ouais. Une ressource que tu offres, ça peut être un livre ou un film, une série, un doc, une ressource que tu aimerais partager et que en gros, ce que tu offrirais ou ce que tu recommanderais à beaucoup de personnes. J'ai offert un bouquin il n'y a pas très longtemps sur l'efficacité. Tu sais, l'efficacité dans le travail. Ouais. J'ai mangé le titre. Tu me le redonneras. Je fais qu'un demi-cadeau là. Tu me le redonneras. Non, mais les bouquins de développement personnel en général, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup. Et il y en a qui sont très bien. Et moi, je m'y suis intéressé il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a des choses que tu as en tête où tu te dis bah ouais il faut faire comme ça et en fait de le lire, tu vois, qu'on te le dise en fait, bah c'est hyper puissant. C'est hyper puissant et du coup je trouve que ce genre de livre business orienté développement personnel dans le business, je trouve que c'est passionnant. Ouais, tu me donneras deux, trois titres de la bibliothèque. À qui tends-tu le micro? Qui aimerais-tu qu'on... J'en ai parlé tout à l'heure, JB Chandelier. Ok. Tu vois, je trouve que c'est un mec qui est passionné, qui fait les choses avec, pareil, tu vois, beaucoup d'innocence, avec son regard d'enfant. Et je trouve génial quand tu discutes avec lui, il est passionnant ce mec. En fait, il fait tout avec un plaisir incroyable. Et il a plein de projets, il a plein d'idées, il bosse sur plein de trucs. Mais avant tout, tu vois, il faut qu'il se fasse plaisir. Ça, c'est vraiment un truc qui transpire chez lui, quoi, tu vois. Et puis ouais, t'as cette innocence aussi c'est hyper frais. Et voilà, donc parapentiste incroyable aussi. Il nous a fait voler avec Sylvain, tout en doute. On n'a pas été difficile à convaincre. Et ouais, non, c'est un super gars. En mode athlète, si tu as envie d'aborder un peu ce spectre-là. Et puis aussi entrepreneur, parce que tu vois, il développe des partenariats pour des marques. Tu vois, il développe des parapentes, donc sur de la technique pure, en gardant aussi un œil business. Enfin, ouais, non, c'est... je prends le numéro avec grand plaisir. Pas de problème. Merci beaucoup, Edouard. J'ai vraiment adoré. Je mettrai donc... tous les liens dans la description, que ce soit les ressources ou les réseaux ou évidemment du coup les offres. Donc vélo, si on est en Rhône-Alpes. Ça arrive. Ouais. Sortez, prenez le temps juste de faire le tour de la région cet été, d'aller dehors et de faire le tour de la région avec votre van. Vous allez vraiment kiffer et retrouver l'essentiel. C'est ça. Merci à toi de m'avoir confié ce micro. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Bye.